Les séries sont commencées officiellement dans la Ligue nationale. Euh, quoi de mieux pour en parler ce soir qu'être avec Renaud et moi? Donc, on vous attend dans quelques secondes. À tout de suite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 19 de la saison 3 de Dans le Mille. J'espère que tout le monde est en forme ce soir. Toi, Jules, comment ça va? Ça va super bien, toi? Écoute, ça va super bien aussi. On va pas trop s'attarder sur les petits mots du début, vu qu'on a un épisode chargé, vous l'avez vu, les séries. On va vous donner chacun nos brackets et puis un petit bracket intéressant qui a été fait purement au hasard, juste pour le fun. Mais avant tout, Au comme hasard. d'habitude, ouais, ben, le troisième. Le troisième, il a été fait par le AI, tu sais, parce qu'on est en 2025. Ouais, il Euh, faut l'utiliser un peu. Un peu, pas trop. Comme d'habitude, j'aimerais remercier nos deux partenaires perfoelite.com. Perfoelite.com, c'est quoi? C'est une équipe de coach vraiment complète. Tout ce qui est entraînement hors glace, sur glace, en équipe, tout seul, perfoelite.com. Vous allez être vraiment bien encadré pour les coachs, les parents, peu importe. Allez faire un tour, ça vaut la peine. Sinon, comme d'habitude, notre partenaire de recherche, eliteprospect.com. Elite Prospect, c'est quoi? C'est le site de hockey le plus complet, même la version gratuite. Et puis, quand vous avez l'abonnement premium, c'est encore plus complet. On peut comparer des joueurs, on peut voir des game logs, on a accès à des articles écrits par des grands noms du scouting du hockey, donc notamment David Saint-Louis et toute son équipe. Donc, allez regarder ça avec le code DLM30. Vous avez 30% de rabais pour l'abonnement annuel. Écoute, rentrons dans l'épisode de ce soir. On a plein, je vous promets, juste des sujets le fun. Mais pour commencer, je pense que dans le mille, on a tout le temps parlé un peu de ce genre de trucs-là. On s'est fait un peu le devoir de parler des sujets un petit peu plus plates aussi, pas donner juste le côté le fun puis sportif du hockey. Puis malheureusement, j'aimerais ça, moi, qu'à un moment donné, qu'on puisse arrêter d'en parler parce que ça se passe plus. Mais encore une fois, à la fin de cette saison, juste avant les playoffs, on a eu un peu l'excitement des séries qui ont été, je sais pas c'est quoi le bon mot, diminuées par une super mauvaise nouvelle, comme quoi, encore une fois, il y aurait Artemi Panarin. On ne sait pas, c'est des allégations, mais vu ses réponses en entrevue, puis vu vraiment la clarté de l'histoire, c'est difficile à nier, mais Artemi Panarin, justement, aurait commis une agression envers une employée des Rangers de New York la saison passée, et puis New York aurait, une fois qu'ils ont eu la plainte, aurait donné un montant à la victime pour que justement elle poursuive pas plus loin. Et puis après ça, elle a quitté l'équipe. Donc, écoutez, encore une fois, une histoire. On aimerait ça que ça soit fini. Je trouve ça vraiment dégoûtant. Puis là, particulièrement dans cette histoire-ci, moi, ce qui me dégoûte, c'est oui, sure, ok, elle va avoir eu un montant à New York lui ont donné, mais ça a été quoi en vérité les conséquences? Donc là, maintenant, on est supposé prendre ça et être satisfait par le fait qu'il n'y a eu aucune suspension, aucune réprimande du côté de New York, du côté de la Ligue. Quand la Ligue ont été au courant, leur réaction, ça a été de dire ah, c'est correct parce que l'équipe a géré ça à l'interne. Excusez-moi, mais quelle image ça donne à la Ligue de hockey nationale? C'est quoi ça? Quelle image ça donne? Ça veut dire que c'est correct si tu fais ce genre de truc-là, tu as le droit d'agresser les gens, mais paye-les après. Si tu les payes, c'est correct. Voilà, donc moi je trouve que donne une image tout croche de la LNH et de l'organisation des Rangers et que c'est inacceptable qu'un geste comme ça passe avec si peu de punition. Et je veux dire, je veux pas en rajouter, là, mais c'est quand même, on s'entend que c'est un produit de Chicago, hein, Artemi Panarin. Même s'il n'était pas là, là, dans les années que l'incident avec Kyle Beach s'est produit. Je pense que c'était 2009-2010. Kyle Beach, Artemi Panarin était avec Chicago en 2015-2016 jusqu'en 2016-2017, donc juste 2 saisons. Mais c'est ça, c'est juste, ça tombe qu'il est dans, dans le même organisation qui avait eu des problèmes euh, dans le passé. Donc, bon, c'était la même organisation, c'était les mêmes DG, si je me rappelle bien, le même coach qui était toujours employé avec Chicago là, quand Panarin est arrivé. Oui, Kenville était le coach et Stan Bowman était le directeur général. Donc, bon, regardez, Panarin, c'est ça, il est comme rendu trop tard. C'est comme, ah, qu'est-ce que tu Ouais. veux qu'on fasse maintenant?
C'est un peu ça qu'on dirait que la nouvelle est sortie, mais il y a comme pas grand-chose qu'on peut faire. Fait que je suis vraiment d'accord avec Ouais. ce que tu nous amènes. Puis c'est un peu passé sous silence, dans le sens que c'était la préparation euh, des séries, l'excitation, les matchs importants et autres. Donc, c'est cela. Oh, ouais, écoute, c'était à la fin de la journée pour Panarin, c'était un super bon moment pour que ça sorte. Tout le monde parlait d'autres choses. Sa saison de hockey était finie, mais je trouve que c'est quand même important justement de partir le podcast qui parle des séries en mettant ça de l'avant parce que c'est arrivé et la Ligue n'a rien fait. Et c'est problématique parce que justement, tu parlais de Quinville, Bowman, ça aussi, c'est des gars qui ont. La Ligue a permis de re-rentrer, de re-avoir des emplois au sein du hockey professionnel. Fait que je pense qu'il y a vraiment un problème. Puis on a un autre exemple. On savait déjà qu'il y a un problème. Puis là, encore une fois, pour que la LNH sorte vraiment un joueur ou empêche quelqu'un de revenir, il faut que ce soit les pires crimes que tu as imaginés. Alors qu'à la fin de la journée, une agression, c'est pas supposé être acceptable. C'est pas parce que c'est moins pire que certains autres trucs qu'on est supposé tolérer ça. Puis je pense que il y a une partie de la responsabilité qui est aussi à nous, en tant que fan de ce sport-là, de justement, si on veut changer ça, de dire aussi que on trouve pas ça acceptable que les joueurs professionnels fassent ça. Mais bon, revenons sur des sujets plus positifs, des sujets plus excitants. Oui, il y a les playoffs de la LNH, mais je voulais quand même porter l'attention sur la victoire de Montréal aussi, qui se sont qualifiés pour les playoffs. C'est la première équipe de la LPHF qui se sont qualifiés. Une fois qu'on va savoir contre qui ils vont jouer, c'est sûr qu'on va en reparler plus en détail. Mais je voulais amener le sujet là-dessus cette semaine quand même parce que j'avais vu une vidéo d'une députée de l'Assemblée nationale. Là, je ne dirais pas qui ou quel parti parce que le point ne tourne pas autour de qui a dit quoi. Mais qui disait justement de Hey, c'est le fun, l'engouement autour des Canadiens, mais on n'entend pas parler de la victoire. Puis ils sont premières au classement de la LPHF. Puis ça a été la première équipe de la LPHF à se faire qualifier. Puis, écoute, j'ai vu les commentaires en dessous étaient complètement dégueulasses. Bon, on sait, c'est l'Internet. Je pense pas que ça représente en général l'opinion des gens à Montréal vis-à-vis de la victoire, mais ça m'a quand même fait réaliser que, tu sais, quand même, c'est vrai que la victoire, quand ils ont été qualifiés, on n'en entend pas beaucoup parler, alors que les Canadiens, quand c'était les derniers matchs de la saison, on avait les petites notifications, tu sais, de la presse qui popaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tel score, les Canadiens sont à tel point. Fait que, écoute, je trouve que l'engouement autour du Canadien, j'en fais partie, Jules en fait partie. C'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est vraiment cool à voir. Mais ça serait le fun de justement pouvoir un peu ajouter à cet engouement-là en acceptant le fait qu'on a aussi une deuxième équipe de hockey à Montréal, de hockey professionnel. Puis eux, elles sont premières dans la ligue. Tu sais, c'est pas reconstruction, c'est supposé être une année où ils peuvent justement aller jusqu'au bout puis que ça va être des maudites bonnes séries. Fait que, écoutez, comme j'ai dit, on s'en reparle une fois qu'on sait contre qui Montréal va jouer, quand on sait que c'est un peu plus précisément de quoi ça va avoir l'air, mais je pense que c'était quand même super important de le mentionner. Puis, tu sais, j'espère que cette nouvelle-là aussi ajoute à votre excitement. Tu sais, c'est une bonne année pour être fan de hockey montréalais, tout court, pas masculin, féminin, les deux, là. Il y en a du monde. C'est qui l'autre fois que j'écoutais? C'est Jean Perron. Puis, tu sais, ça peut être surprenant, là. Jean Perron, je veux dire, c'est un vieux de la vieille. Puis, mais il parlait du fait que il y avait un match du Canadien, puis en même temps, il y avait un match de la victoire. Puis que, bon, les deux amphithéâtres étaient remplis. Donc, Mhm. bon, déjà, c'est une bonne nouvelle pour le marché sportif montréalais, le marché de hockey montréalais. En plus, il y a le Rocket qui est le Ouais. numéro un qui a finalement gagné officiellement la saison. Euh, Ensuite, on a les deux gardiens de but du Rocket qui sont comme un peu le Will Jennings là, dans la Ligue nationale. C'est donc les deux meilleurs gardiens qui ont. Si là, je ne me rappelle plus si c'est le nombre de buts alloués ou en tout cas, ça a été comme les deux meilleurs, le meilleur tandem là, Je pense que c'est le en nombre de buts pourcentage alloués, oui. d'arrêt ou en but moyen alloué. Et il y a eu aussi Pascal Vincent qui a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le meilleur entraîneur de la AHL. Moi, ça m'étonnerait grandement qu'on revoie ce gars-là avec le Rocket l'année prochaine. Malheureusement, euh, il est juste trop bon pour la Ligue américaine. Tu sais, c'est comme un Ouais. joueur, là. C'est un coach qui, là, tu le vois, là, il l'a fait, il s'est ramassé avec Columbus. Moi, je pense qu'il aurait peut-être pu avoir une autre chance à Columbus. Il est tombé sur le fait que à Columbus, il y avait comme une fin d'un DG et le début d'un autre. Et d'habitude, les DG aiment ça avoir leur coach.
avec eux. Ils Ouais. aiment ça quand ils reconstruisent, surtout dans une reconstruction comme Columbus, un peu, ils aiment ça repartir avec un gars qu'ils ont confiance. Donc, je pense qu'il y a juste Philadelphie dans les dernières années qui a gardé le coach de l'autre DG, là. Euh, Ouais. donc, en tout cas, regarde, Ouais. Je vais lancer ça. c'est beau à Montréal. Je vais lancer ça dans l'air, là, mais j'aimerais vraiment ça, voir Pascal Vincent avoir une chance avec les Ducks d'Anaheim. Je trouve que dans ma tête, ils viennent de renvoyer leur coach. Et en Bonne plus, ils aiment les décision. Québécois. Mais c'est ça que je veux dire. Tu sais, pour moi, c'est un peu écrit dans le ciel, là. En tout cas, je trouve que les gérants d'Anaheim seraient un peu fous de pas au moins le passer en entrevue, là. Bon, ça va dépendre de c'est quoi les Là, autres conditions, mais il y a les Kraken aussi. Tu sais, Kraken, ouais. je veux dire, ça m'étonnerait pas le Kraken parce que Vincent, c'est un coach qui a besoin d'une équipe qui est quand même proche. Puis pas que Seattle sont proches, mais ils veulent être proches. Alors que Ouais. Anaheim, ça m'étonnerait pas qu'il aille pour un coach plus en termes de genre, OK, même si Pascal Vincent est jeune, là, mais plus comme on veut comme que ça soit notre coach pour les 10 prochaines années. En tout cas, Ben, je sais pas, là, ouais. Seattle, c'est une équipe qui est plus orientée sur gagner maintenant au lieu de comme rebuild pour de vrai, ou en tout cas, on Mais en pourrait en même temps, parler longtemps, là. ouais, c'est que Pascal Vincent avait tellement fait une belle job avec les jeunes à Laval que je me dis, c'est difficile, en étant une équipe comme les Ducks qui ont eu autant de problèmes avec leurs jeunes, de pas être comme, OK, on va essayer un peu à la Martin Saint-Louis à Montréal, quelqu'un qui va justement donner l'espace aux jeunes de vraiment rentrer dans leur potentiel. Tu sais, Zegras, cette saison, c'est comme s'il était en Ah, laisse. Mais bon, comme tu dis, ça, on peut en parler de 2 heures. La saison de Zegras, c'est un peu un désastre. Mais on a une autre position qui s'est ouverte dans la LNH à notre grande surprise. Ben, en fait, grande surprise, non. La décision fait bien du sens, mais quand même, c'est moi, ça surprenant me parce qu'on. surprend. Ben moi, ce qui me surprend, c'est que justement, le président des Highlanders l'est fait. Donc, on parle du renvoi Oui, de c'est Lou ça. Mariella. Puis lui, c'est GM, c'est pas coach, mais quand même, GM des Highlanders qui a été renvoyé aujourd'hui. Mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, est-ce que. Moi aussi, quand tu m'as texté ça, tantôt, on checkait c'était quoi les topos pour aujourd'hui, puis il y a ça qui s'est ajouté. Ça fait deux épisodes d'affilée qu'on a une belle nouvelle qui arrive le jour de l'épisode. Le Mais jour tu sais, même. quand tu regardes les décisions qu'il a prises, la façon dont il a géré l'équipe, c'est complètement logique. N'importe quel autre GM qui aurait fait tout ça se serait fait montrer la porte sûrement plus tôt que Lou Mariello. Mais justement, il y avait tellement l'air d'avoir une relation d'amour entre le président de l'équipe et Lou Mariello. C'était comme si, tu sais, à chaque fois qu'on a parlé de Lou Mariello, c'était pas comme hey, il est sur le bord de la sortie. On disait il va prendre sa. Quand il va s'en aller des Highlanders, ça va être parce que c'est sa retraite ou bien parce qu'il ne peut plus au niveau santé. Puis finalement, aujourd'hui, ben, le président des Highlanders a décidé que non, ça suffit, il veut gagner, puis finalement, Lou, c'est plus son gars pour. Puis écoute, je pense que c'est. Quand on regarde vraiment juste le purement hockey, on enlève le côté sentimental puis le côté d'appartenance, ça fait super longtemps qu'il est déjà de l'équipe, c'est juste logique là, que cette décision arrive. Je vais juste faire une parenthèse. On a une question de Shox. Que pensez-vous de Madison qui passe jamais à Demidov en power play? Il faisait la même chose avec Slav l'an passé. Donc, on parle ici de le défenseur gaucher qui l'envoie à gauche pour le lier à gauche au power play. Ben, en fait, non, il l'envoie à droite, là, mais c'est de gaucher à gaucher. C'est plus ça que je voulais dire. C'est sûr, ça serait avantageux de la passer à Demidov. Euh, je peux pas. Ben, J'ai j'ai pas d'opinion là-dessus dans le sens que, regarde, Madison, je suis pas celui qui le déteste le plus. ouais. Je pense que oui, il y a ses torts, mais en même temps, quand tu joues 30 minutes, Ben, Gilbert Delhomme, il y en a des bonnes expressions pour ça, là, de dire tu peux pas tu peux pas avoir un flat si tu fais pas de vélo. Mais c'est dans le sens que je pense juste que faut qu'il se le fasse dire, ou en tout cas, je veux dire, Demidov, là, il faut qu'il soit utilisé. Moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Demidov doit jouer avec des joueurs qui sont capables de récupérer des rondelles, qui sont capables de le mettre en évidence. ouais. Euh, Mais ça, vas-y, Renaud. on va parler tantôt, tu sais, quand il va y avoir la série Montréal-Washington, c'est sûr on va rentrer plus en détail de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le match de hier, même si le but c'est de prédire justement la série au complet. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, justement, dans mes points que j'avais notés pour justement le match de hier, le power play en faisait pas partie. Puis pourquoi est-ce que justement c'est pas quelque chose sur lequel j'avais vraiment mis l'accent à qui est-ce que Matheson fait la passe sur le power play, c'est que de un, euh, hier, c'est plus le power play de Washington qu'on a vu. Puis, tu sais, Demidov, Matheson sont sur la deuxième unité. Puis, quand on les voit entrer sur le power play, souvent, c'est juste pour jouer peut-être des 20-30 secondes au max. Puis, en tout cas,
à mon souvenir, hier, on n'a pas vraiment eu d'occasion où Matheson était bien installé en zone, Dimitrov était bien placé, puis il décide que c'est aberrant qu'il décide de faire la passe ailleurs. Mais bon, ça se peut qu'il y ait un jeu que j'ai raté. Puis, pour finir là-dessus, j'aimerais quand même dire aussi que, admettons, être plus réticent à faire la passe à Slavkovski en power play, je trouve ça un peu moins aberrant que de ne pas la passer à Demidov. Le Demidov, c'est Mais sûr c'est que quand. full inclure. Full inclure Oui, dans oui, le jeu, là. absolument. Ça pas rapport, là. Ouais, ouais, ouais. Fait n'importe quel joueur en power play qui joue son rôle, qui est bien ouvert, que ce soit Joël Armia, Slavkovski, Demidov ou bien Heinemann, peu importe quel joueur tu veux, je pourrais nommer même Michael Pezzetta, il faut que tu lui passes la puck. Dans une équipe, tu joues dans un système, là, puis ça fait partie de ça. On va parler du Canadien, là, parce que le Ouais. bracket, moi, je veux finir avec Lou Lamoriello, qui est un gars qui, hey, je veux dire, faut pas enlever le respect à ce gars-là. Je veux dire, il est dans le monde du hockey depuis 1968. Il était head coach pendant 15 ans avec Providence College. Ensuite, il s'est ramassé dans le directeur des personnels, là, des joueurs, pour ensuite devenir le président et le CEO de New Jersey. Donc, j'étais pas né en 1987-88, donc je sais pas comment tu passes Moi, oui. de la NCAA à être président dans la Ligue nationale directement. Mais bon, il était dans le président des Devils de New Jersey en 1986-87. Donc, qu'il soit encore dans la Ligue nationale, c'est déjà fou. Je pense que c'est aussi une des parties qui était le pourquoi Renaud et moi, on en a parlé souvent en disant comme, hey, ce gars-là, il faut juste qu'il s'en aille parce que c'était comme peut-être la seule équipe dans la Ligue nationale où est-ce que tu pouvais regarder la situation de l'équipe et te dire, ouais, ben eux, ils vont jamais rebuild parce que le gars, il a 82 ans. À 82 ans, t'es pas dans une forme pour te dire, OK, c'est bon, je peux avoir un autre 10 ans devant moi à être directeur général. Là, puis là, je pense que Lou, là, ce serait le temps que tu aies enjoy tout cet argent et ces avantages que tu as eu, là, puis va te mettre Ouais, ouais. bien à quelque part, là, va Relax, relaxer. Mais man. ça a tombé quand même que j'ai juste fait. J'ai checké un peu c'est quoi les moves, puis aussi de souvenirs, les moves bons et moins bons qu'il a fait. Premièrement, le salaire qu'il avait signé Sorokin à 3 ans, 4 millions, c'était vraiment solide. Euh, L'échange de Nelson qu'il a fait, ce trade deadline-ci, je l'avais trouvé smart. Je m'étais Mhm. dit, ah, ben voilà, peut-être que c'est ça la solution pour Lou, c'est de faire une espèce de retool en allant chercher Callum Ritchie. Euh, Ça, c'était deux moves que je trouvais très intéressants. Sinon, deux moves que j'avais trouvé vraiment niaiseux, même au moment. Puis bon, premièrement, c'est Devin Taze. Devin Taze qui avait échangé pour 2 secondes. On s'entend, Devin Taze, c'était un choix de quatrième tour, mais c'était un très bon défenseur, là. Et quand il avait été échangé pour deux choix de deuxième ronde à Avalanche, j'avais fait, ben voyons donc. Puis en ce moment, je pense que c'est encore plus incroyable comme échange pour Avalanche, là. Je veux dire, Devin Taze ne part pas pour un choix plus haut que plus haut que top 10. Il faut que ce soit un Mhm. choix top 10 si tu veux aller chercher Devin Taze. Puis le dernier, et non le moindre, Pierre Engvall, 7 ans à 3,1 millions, si je me trompe bien. Trompe pas, si je me trompe bien. Euh, Pierre Engvall, là, on en parle souvent en riant, Renaud, là, mais c'est le genre de move que tu fais dans NHL 25, puis qui va fonctionner parce que ton gars à 83 overall à 25 ans, il va rester un peu dans ce Ouais. même-là. Même, alors que dans la vraie vie, ça marche pas vraiment. En tout cas, celui-là, il n'a pas marché. Son Ouais. bet, il n'a pas marché. Puis là, Engval lui coûte cher. Euh, il va coûter moins cher, mais c'est pareil, là. Il est là pour un petit bout, Engval, encore. Là. Ouais, bon. On se lance-tu dans nos brackets? On arrête le niaisage. Ça suffit de niaisage. Bon, ben écoutez, on va faire. Comment on va marcher? On va montrer nos brackets. On va faire le Est, le Ouest. Fait, écoutez, si vous voulez poser la vidéo, les regarder plus en détail, je vais montrer le mien. Je vais montrer celui de Jules. Je pense que celui du AI, il ne sert à rien de le montrer pour le moment. On regardera ça à la fin un peu plus légèrement. T'as-tu demandé de l'expliquer? Nope! Il l'a fait, puis that's it. Moi, je vais vous l'expliquer. Mais oui, écoute, on va regarder ça 2-3 secondes. Après ça, écoute, quand on reviendra à la deuxième ronde, on le remettra. On va avoir le temps, ne vous inquiétez pas. Fait que ça, c'est le mien. C'est le meilleur que vous allez voir ce soir, de loin. Non. J'aimerais quand même C'est préfacer faux. que avec ça, c'est celui de Jules, qu'avec les prédictions, moi, j'ai vraiment pas un bon background pour le moment, là.
C'est vraiment pas top. L'année dernière, mes champions de la Coupe Stanley, c'était Caroline. Puis l'autre année d'avant, c'était Caroline. Fait que là, cette année, j'étais comme. On les fait pas aller plus loin que la deuxième, tu sais. Ah, désolé. Wow, c'est quoi qui se passe? Je sais pas Ouais. qu'est-ce qui se passe. Je suis désolé tout le monde. T'as OK. rajouté un peu de spicy. Ben écoute, Ouais, commençons par exact. le premier affrontement de première ronde dans l'Est. Donc, Toronto, Ottawa. Moi, j'ai mis que Toronto passerait. Toi, tu as mis que Toronto passerait. Donc, écoute, pourquoi est-ce que toi, tu penses que Toronto vont battre Ottawa? Parce qu'ils ont plus de monde dans la ville. Fait que Hmm. je suis juste allé par C'est population, là, le logique. nombre de monde dans la ville. Non, ben déjà, bon, là, première victoire. Là, les fans d'Ottawa vont me dire que les refs étaient d'un côté. Puis bon, regarde, je pense que je suis pas tant en désaccord. Puis aussi, hier, le match du Canadien, c'était peut-être aussi un peu douteux. Mais vraiment, là, je pense juste le fait que cette année, Toronto a deux gardiens de but qui peuvent faire la job et que, tu sais, Stoller, c'est un gars qui a toujours été un backup. Puis là, cette année, tout d'un coup, ça fonctionne. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste Stollers. Fait que c'est pas juste comme, ah, si Stollers marche pas, ça va pas. Il y a Hall aussi. Ouais. Wall, en fait. Pas Hall, Wall. Je me suis trompé avec Justin leur ancien Hall, défenseur. d'un but, ça serait rough, là. Ouais, Justin Hall, mais peut-être qu'il serait meilleur qu'à la défense. Euh, mais Wall, euh, Joseph Wall, ch- il est solide. Fait que déjà là, je trouve que c'est une position qui était toujours un point d'interrogation. Puis là, on a deux solutions. Par la suite, on a une défensive. Là. Brendan Carlo, j'ai adoré ce Mhm. move-là. Tu sais, Tanev, l'année passée, c'était bien, là, mais Carlo, je trouve que c'est une coche de plus. Euh, Simon Benoît, il est rough. Ouais. Morgan Riley fonctionne bien en ce moment. Jake McCabe, je trouve que leur défensive maintenant est solide. Elle est plus juste plus juste des défenseurs comme un peu de troisième paire qui se ramassent à jouer du top 4 parce qu'ils doivent être rough. Tu sais. Je pense que c'était Edmondson qui avait essayé d'aller chercher. Puis en tout cas, là, ils ont vraiment une défensive qui fonctionne. Ils ont un coach dans lequel, en tout cas, à date, ça a l'air de fonctionner là, depuis le début de la saison, qui les force à jouer un style de jeu vraiment plus de séries, sont beaucoup plus hargneux. La maturité, je pense, du fait que Matthews est le capitaine, le fait que Nylander a pris ça sur ses épaules. Marner a été un joueur des grosses occasions au Four Nations. Je suis sûr que ça l'a aidé. Euh, Puis pour parler un peu des sénateurs, je pense juste que les sénateurs, ils vont manquer un peu de luck, dans le sens que c'est Ulmark, je pense, qui peut faire la grande différence pour les Sens. Puis Kachuk, bon, je ne le savais même pas quand j'ai fait le bracket, là, c'est intéressant. C'est juste à noter. On a fait notre bracket avant qu'un match Ouais. soit fait. C'est encore, je pense, possible de modifier le bracket jusqu'à aujourd'hui. Comme il y a encore une série qui n'a pas joué son premier match, là, mais nous, on l'a fait avant tous les matchs, donc on n'a pas les histoires. Mais tu sais, Kachuk, là, moi, bon, je m'attendais à déjà un peu plus que qu'est-ce qu'il a fait à date, mais je vois juste pas la profondeur de Ottawa, là, battre les Leafs. Ouais, ben écoute, Ottawa, c'est une équipe que je pense qu'il n'y a personne qui va te dire le contraire, là, qui dépendait absolument de leur physique puis de leur intensité. Tu sais, si on regarde les derniers affrontements, mettons Ottawa-Montréal, là, la dernière game qui a vraiment bien marché pour eux, puis pour Montréal, c'est plus difficile. Tu sais, c'est quoi qui a fait la différence? C'est les gros plaquages, c'est les Ridley Gregg qui arrivent, qui gossent énormément, qui viennent se battre devant le but, puis qui se battent plus à la fin de la journée contre Montréal. C'est ça là, que les propres défenseurs. D'ailleurs, c'est un problème qu'on a vu hier aussi, mais on en revient tantôt. Tu sais, qui se battent plus que les défenseurs du Canadien devant le but, puis qui marquent justement, qui ont les petits rebounds faciles, puis qui marquent des buts. C'était vraiment le seul point où Ottawa pouvait être pouvait être meilleur, puis aller battre Toronto. C'était la hargne, le physique, puis justement aller chercher ces petits rebounds-là faciles. Puis, finalement, tu sais, le gros facteur dans le premier match a été que Toronto avait l'air d'être deux fois plus physique qu'Ottawa dans la première game, alors que c'est supposé être la grosse force de Ottawa. Puis, Toronto, écoutez, ils vont pas super loin dans mon bracket à cause de justement des antécédents. Mais je suis pas mal sûr que si tu mets la même équipe, les mêmes joueurs, le même coach, mais juste qu'il n'y a pas l'historique un peu de défaite de Toronto, là, de se faire éliminer tôt. J'ai un différent mindset sur cette équipe-là complètement. C'est juste que c'est difficile d'effacer le passé d'une équipe là, quand on fait Mhm. des trucs comme ça. Mais aussi, Toronto, tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'objectivement, on regarde les moves qu'ils ont fait. Tu as nommé Brendan Carlo, mais
avoir Scott Laughton qui commence sur une 4, c'est incroyable. Avec C'est ça. Jungkook à droite. Les autres années d'avant, je pense, il y a des années où on arrivait, puis OK, ils sont allés chercher Giordano de 40 ans pour jouer sur leur deuxième paire. Ça va être rough un peu. Là, tu regardes leur troisième paire, pas la deuxième. Simon Benoît, qui ajoute énormément de physique, puis qui est pas pourri pantoute au hockey. Là, il est super bon. Puis en plus, il y a du physique avec Olivier Eklam-Larsson, qui est un joueur clé pour cette équipe-là. Ça, c'est leur troisième paire, ce qui est supposé être en théorie leur pire paire. Leur quatrième ligne, Lawton, Jungkook sur la troisième ligne, Nicolas Robertson. Est-ce qu'il est autant bon que son frère? Absolument pas. Mais est-ce que c'est un joueur quand même qui est capable d'amener de la vitesse et capable de t'amener des rondelles? Quand il ne blesse pas ses propres coéquipiers, Robertson est super bon aussi. Là. Puis avec Max Domi, tu sais, tout ça pour dire que c'est vraiment pas une équipe où je vois un problème de profondeur. Puis où les joueurs stars ont vraiment l'air de s'être endurcis. Puis s'il y a une année où je les vois vraiment aller avec le corps qu'ils ont en ce moment pour aller loin puis aller faire vraiment mal, puis justement enlever le curse de 1967, je pense que, écoute, je vais sonner comme un fan de Toronto qui dit ça à chaque année, puis qui se le répète assez de fois pour le croire, mais je pense que cette année, ça pourrait potentiellement être la bonne pour Toronto. En tout cas, moi, si j'étais je retire tout mon antécédent de Montréal, puis je me mets dans la peau d'un fan de Toronto. Je regarde ce roster-là, je regarde le parcours vers la finale, puis je me dis, il y a de l'espoir en maudit là, cette année. Puis écoute, C'est bizarre à dire, mais tu sais, je leur souhaite, là, dans le sens. ouais. Moi, je pense que ça va être à voir à quel point ils sont capables de push through. Ils ont déjà été capables de se rendre dans la deuxième ronde. Là, c'est à quel point tu es capable de. Tu sais, à un certain moment, là, c'est plus juste le talent. Puis moi, c'est ça que je me demande à un moment donné. C'est quand les joueurs de talent vont devoir se dire que c'est plus juste pour le talent qui va les faire arrêter. Mhm. À un moment donné, il faut le vouloir. Puis, tu sais, moi, je le dis encore, là, quand j'ai vu Marner jouer de même au Four Nations, j'ai fait, oh, Ouais. ça c'est peut-être un game changer. Ça, c'est peut-être quelque chose qui vient de se réveiller en lui, là. Puis, tu sais, veux pas. Pourquoi tout le monde dit qu'il faut il faut tu sais, McKinnon, il a dit, tu peux pas gagner avec des jeunes. Il y a plein d'équipes qui essayent qui veulent un peu éviter le rebuild pour avoir une équipe trop jeune comme le Canadien. Pour avoir de l'expérience, parce que là, les gars des Leafs, ils savent en maudit c'est quoi perdre en première ronde, ils savent en maudit c'est quoi jouer en première ronde. Donc là, ils prennent de l'expérience. Puis tu sais, veux pas, là, quand on regarde notre jeune équipe du Canadien, quand tu regardes Suzuki, Caulfield, c'est des gars qui ont déjà joué, mais l'expérience que ça va donner à Demidov, à Lane Hudson, à Gooley, on revient à ça, mais tu sais, c'est juste dans le sens que là, c'est un peu ce qu'on pourrait voir dans 3-4 ans avec le Canadien, là, dans le sens que c'est des joueurs qui vont avoir su c'est quoi perdre, c'est quoi jouer en série, qui vont plus être euh, 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 gênés. Puis là, on le voit dans la série Toronto-Ottawa, là. C'est vraiment là, une équipe qui est expérimentée contre une équipe qui est jeune. Puis, tu sais, moi, je suis pas le plus grand believer dans Ottawa parce que je vois pas plus c'est quoi le renfort qui va venir en eux. Là. Je pense un peu que leur équipe va rester ce qu'ils sont maintenant. Mais bon, je te laisse aller au prochain. Ben écoute, c'est ça. Je pense que ton point rentre bien dans le prochain match-up parce que je pense que c'est un des. Ça doit, à mon avis, être le match-up où justement il y a le plus d'expérience de playoff Ouais. là-dedans. Donc je parle de Tampa Bay, le Lightning contre Floride. Donc après la bataille de l'Ontario, on a la bataille du Sunshine State. Toi, tu as mis Tampa Bay. Moi, j'ai mis les Panthers de la Floride. Donc écoute, pourquoi est-ce que toi, qu'est-ce qui te fait pencher pour Tampa Bay? Vasilevski. Ouais. Premièrement, je pense que Vasilevski, c'est juste. Tu sais, on s'entend. C'est un gars qui va devoir se pointer, qui n'a pas été là trop dans les dernières saisons, qui n'a pas été comme le top. Euh, Ensuite, j'aime je l'appellerais un retool, mais c'est pas un retool, c'est juste. Il y a quelque chose qui me fait comme. Je sais pas, ils ont été capables d'aller chercher des joueurs, de se. Brisebois, il était capable de se renouveler un peu. Je veux dire, Brendan Eagle est au top de sa forme. Mhm. Cirelli, c'est un candidat pour le Selkie. Bon, ils Yanni avaient Gourde Connor aussi. Geeky, mais là, qu'est-ce qu'il y a? Yanni Gourde aussi, qui sont allés chercher au deadline Yanni, ben aussi c'est comme ça, j'allais dire. winger. Yanni Gourde et Bjorkstrand. Bon, là, Bjorkstrand, je pense qu'il est pris avec une blessure, Mhm. mais tu sais, il y a ce côté-là. Ensuite, Genzo qui rentre et qui joue Mhm. vraiment comme le Genzo qui jouait
à Pittsburgh et non en Caroline. Je veux dire, ça, c'est une manière d'aller se rajeunir. Ils l'ont pris pour un troisième choix, un troisième pick, je pense, un third pick. Ils sont allés le trader, ils sont allés l'accueillir, ils l'ont signé, ils se sont départis de Stamkos. C'est comme vraiment, ils ont pensé zéro Ouais. émotionnellement. Ils se ramassent avec, en plus, McDonough, Cernak qui joue solide, Moser, Edman, c'est solide. Euh, c'est juste, je sais pas, je trouve que c'est une équipe qui va continuer de push. Je veux dire, on peut-tu vraiment aller contre Kucherov? Là, j'en passe là, des gars, là, mais dans le sens que c'est une équipe, en plus, c'est la quatrième meilleure équipe de la ligue à la maison. Puis moi, je pense que les équipes qui sont bonnes à la maison ont toujours un avantage parce que, en plus, comme Tampa Bay, si je me trompe pas, là, je veux pas me tromper, là, mais si je me trompe pas, c'est eux qui hostent les Panthers, là, parce que là, Oui. euh, Il me semble que oui aussi. oui, c'est eux qui hostent. Ben, c'est ça. Fait que c'est eux qui ont le match 7, c'est eux qui ont le match 5. Donc, c'est eux qui ont le match un peu tiebreaker. Euh, tu sais, c'est sûr que ça aide pas dans les prédictions quand tu vois Floride finir la saison un peu bancale. Puis moi, en tout cas, je trouve que Floride, ils viennent de faire les moves qui nous prouvent que dans 5 ans, ils ne sont plus dans le portrait des séries. À moins d'un grand miracle, là, euh, je ne les vois juste pas être je veux dire, c'est la dernière saison l'année prochaine. Pas mal de gros gars, là. Là, j'oublie, mais Bobrovsky, il est UFA Ouais. l'année prochaine. Je veux dire, Bobrovsky ne pourra pas les sauver. Donc, en tout cas, j'ai dit Vasilevski parce que je pense que Vasilevski aura le dessus sur Bobrovsky. Ouais, écoute, moi, je vais pas m'éterniser sur cette série-là parce que c'est vraiment une série où j'ai été déchiré. Puis pour moi, là, vraiment, la grosse histoire là-dedans, c'est t'as deux équipes qui ont déjà un passé, justement, comme on a dit, un historique de Stanley Cup. Pour les Panthers, c'est frais de l'année dernière. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant comme situation parce que quand on regarde, admettons, l'attaque, je trouve que le bottom six, le trio 3 et 4 de Tampa Bay sont un peu moins profondes que ceux de Floride. Bon, pas pour dire que Tampa Bay manque de profondeur, avoir Nick Paul dessus, avoir Connor Geeky qui commence à quand même bien jouer. Ça reste des atouts solides, mais comparé au bottom 6 donc encore une fois la 3-4e ligne de Floride où on retrouve justement Brad Marchand, Evan Rodrigue sur la 4e ligue. Je pense que les Panthers ont vraiment le dessus en termes de profondeur attaquante, alors que du côté de Tampa Bay, ils ont le dessus de loin du côté de la profondeur défensive. Donc, tu sais, tantôt on parlait de joueurs qui sont allés rechercher comme euh, j'ai un blanc total. Yannick Gourde. Ils avaient fait la même chose avec Ryan McDonough, qui était parti, qui sont allés rechercher. Puis, écoute, la défense de Tampa Bay est beaucoup plus profonde que celle de la Floride. Tantôt, on parlait, hier, en fait, on parlait de Lilleberg aussi, qui joue super bien. Le seul, Mhm. c'est Norvégien dans un des seuls, le deuxième, ils sont deux. Norvégien Lilleberg. dans la Ligue LNH, qui est justement sur leur troisième ligne. McDonough, on dit qu'il joue super bien. Cernak, que tu as mentionné, c'est des défenseurs de deuxième ligne. Donc, tu sais, c'est ça que je trouve intéressant comme portrait, c'est que tu en as un où la profondeur attaquante a le dessus, tu en as une où la profondeur défensive a le dessus. Donc, comme tu dis, ça va vraiment être dans les buts que la différence va se passer, puis à quel point est-ce qu'ils sont capables de... Tu sais, ça va vraiment être une série de coachs, selon moi, qui va être le mieux capable de s'adapter aux stratégies de l'autre équipe, qui va être mieux capable de les lire en avance. Ça va être serré, 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 puis c'est vraiment une série que je vois aller loin. Puis, écoute, moi, honnêtement, cette série-là, dans mon bracket, ça aurait pu être n'importe lequel des deux équipes, puis j'aurais été satisfait avec ce choix-là. Fait que, tu sais, je pense que je suis allé avec les Panthers juste à cause tu sais, un peu, je sais pas c'est quoi en français, recency bias, là, mais tu sais, un billet l'année dernière. Là, ils viennent juste de gagner la Ouais, Coupe ouais. Stanley. C'est une équipe tu sais, qui est leadée par Matthew Tkachuk, qui ont l'air d'avoir faim, ils savent c'est quoi gagner. Ils vont pousser pour un doublé. Puis, tu sais, parle-en au Lightning de Tampa Bay. C'est pas à chaque poursuite de la Coupe Stanley que tu peux avoir la chance de faire un doublé. Là. C'est une chance que la plupart des joueurs savent que tu vas avoir une fois dans ta carrière, d'avoir une équipe autant forte pour aller chercher justement deux coupes d'affilée. Fait que c'est pas quelque chose à négliger aussi, je pense, cette motivation-là de savoir que c'est
ta window pour faire une dynasty, admettons, une équipe qui gagne 3 Coupes Stanley en 5 ans, tu ne l'auras pas pendant 10 ans. Tu as quelques années où ça peut se passer, puis les Panthers, comme tu le dis, dans 5 ans, ils seront probablement plus dans le portrait des séries. S'ils veulent marquer un doublé, c'est en ce moment-là. Sinon, ça ne se passera pas. Vraiment, à Tampa Bay, que je veux noter que moi, je n'exclus pas tout de suite qu'ils ne seront pas dans les, dans les Tampa Bay. C'est comme s'ils sont capables de se renouveler avec, tu sais, puis ils prennent Ouais. les décisions au bon moment, ils prennent en tout cas, ils repêchent bien et tout. Donc, bon, prochaine série, Canadien, Washington. Ah ouais, c'est la préférée, hein? Donc, toi, Donc, tu as mis toi, tu as Washington. Washington Ben, carrément qui aille jusqu'au bout, là. moi, j'ai mis Washington et toi, tu as mis Washington qui vont presque jusqu'au bout. Ouais. Fait que nous, on pense que les Canadiens vont gagner. Non. Écoute, ça a été déchirant quand même de faire ça parce que, moi, on dit, tu vois tout l'engouement autour de Montréal, tu sais, puis on y croit, là, pour vrai. Je vois l'équipe, on regarde comment ils ont joué hier, puis c'est une équipe qui a faim, c'est une équipe qu'on peut jamais, contre qui on peut jamais, tu sais, dire que le Canadien est out en 4 matchs, c'est certain, certain. On sait que, tu sais, juste le point là, de toute leur saison, c'est la surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'ils fassent ça. Ils l'ont fait quand même. À la fin de la saison, on a eu, tu sais, ils ont eu la mauvaise passe juste avant le 4 Nations. On se disait, bon, c'était un petit élan d'avant les fêtes. Maintenant, c'est fini. Ils reviennent après le 4 Nations. Ils sont encore meilleurs qu'avant les fêtes. Fait que, tu sais, c'est difficile de se dire, OK, maintenant, quand on va arriver dans les séries, c'est C'est fini. fini. Ils vont se faire Mhm. éliminer en 5 matchs. Mais c'est vraiment difficile de compter contre Washington. Surtout que Washington ont eu. C'est une des équipes les plus profondes, premièrement, de toute la LNH. On n'arrête pas de parler de profondeur, mais je pense que c'est parce que quand tu arrives en série, c'est un des aspects les plus importants. Puis Washington, c'est un bon exemple de pourquoi est-ce que c'est important parce qu'il y a Protas, un de leurs joueurs clés, pendant la saison régulière, s'est blessé au début avril, je pense, juste avant que les séries commencent. Puis en ce moment, il ne joue pas, là, pourrait peut-être revenir d'ici la fin, mais il n'est même pas encore revenu à s'entraîner sur la glace. Fait que ça ne sera pas pour tout de suite, probablement pas pour la série contre les Canadiens. Mais c'est pour ça que c'est un point clé. Regardez Washington hier, mis à part les derniers 10 minutes de leur troisième période, c'est pas une équipe qui avait l'air d'avoir extrêmement mal, malgré le fait qu'un de leurs joueurs clés n'était pas là. Et c'est pour ça que c'est un point autant important. Mais c'est ça, c'est quoi, Washington, on se sont donné à fond toute la saison. Il y a aussi l'aspect que c'est une des équipes qui a l'air d'avoir la meilleure cohésion hors glace, la meilleure ambiance dans la chambre de toute la Ligue nationale. Certes, on ne sait pas, là, je ne suis pas moi dans le locker room de Tampa Bay ou bien de Floride. Peut-être que eux, c'est encore mieux, mais Washington, c'est qu'on le voit vraiment. Puis ça, à la fin de la journée, ça a un impact sur le jeu sur glace. Une bonne cohésion d'équipe. Les Blues, admettons, quand ils sont allés jusqu'à gagner la Coupe Stanley l'année 2019, je pense, une grande raison de ça, c'est à quel point est-ce que la culture dans le locker room est autant bon. À quel point est-ce que les gars ont envie de se battre les uns pour les autres. Puis j'ai vraiment l'impression que Washington ont ça cette année. Ils ont aussi eu le luxe de pouvoir se dire pendant les 2, 3 dernières semaines, eux, on ne veut pas gagner le trophée du président. On est très bien où est-ce qu'on est dans le classement. Il n'y a personne qui a le risque de nous dépasser. Donc, ils ont pris ça vraiment mollo. Puis là, ils étaient prêts à revenir en force. Je pense que ça aurait pu les mordre un peu. Puis ça a failli les mordre justement à la fin du match de hier. Dans le sens où, bon, mais quand ça fait trois semaines que tu joues mou. Puis que, tu sais, ils ont perdu des games 6-3 contre des équipes horribles. Je pense que c'est une des équipes qui ont pris le plus de buts des Highlanders. Que alors les Highlanders sont pas capables d'habitude, les Highlanders sont pas capables de marquer des buts si leur vie en dépendait. C'est difficile de passer de ça à revenir à du sérieux. Mais justement, s'il y a une équipe qui est capable de le faire, ça va être Washington. Puis profondeur, un bon gardien de but, une bonne défense, pas de gros, de gros points négatifs là, dans le sens le physique, ils l'ont, le scoring, ils l'ont. Fait que c'est pour ça que moi j'avais mis Washington. Puis on l'a vu dans mon bracket, là, j'ai mis Washington qui vont super longtemps parce que, à mon avis, ils ont tous les éléments nécessaires d'une équipe qui va loin en série de la Coupe Stanley. Ouais, puis c'est ça, je veux dire, t'as parlé de pertes, mais moi, je pense juste que, tu sais, de un, ils ont pas je sais pas pourquoi j'ai juste le mot en anglais, le curse, là, d'être Mhm. les President's Cup winners, là, d'avoir remporté la saison régulière. Comme tu le dis, c'est déchirant, mais je pense que, tu sais, en étant non biaisé, il faut regarder ça puis se dire, le Canadien est l'équipe la plus jeune
à faire les Ouais. séries ever. Euh, Hier, ils ont montré que justement, c'était pas une équipe qui allait être facile à battre. J'ai vu des gars comme Lane Hudson euh, avoir un impact euh, qu'on n'avait peut-être pas envisagé, dans le sens que Quinn Hughes, c'était vraiment lorsqu'il rentrait en série qu'il perdait tout son impact et on le voyait un peu disparaître. Et là, hier, Lane Hudson, il était comme ça lui a comme pris une période et demie un peu pour se comme OK, Ouais. c'est ça l'intensité des séries, tu sais, c'est OK, ça frappe de même, puis ça joue de même. Et là, en troisième, il était rendu complètement confortable. Donc, j'ai quand même le sentiment de me dire, il s'agit que le Canadien clique, puis que les jeunes, puis là, on a parlé tantôt de Demidov il recevait pas la passe sur le power play, mais je pense aussi que Demidov doit jouer avec un gars comme Heinemann. Il doit jouer avec Ouais. des gars qui sont capables de être complémentaires à lui, donc d'aller chercher des rondelles en fond de zone, parce que Demidov, c'est pas ça son rôle. Son rôle, lui, c'est de soutenir le gars qui fait la pression. Donc, il lui faut un gars comme Heinemann ou un Evans qui va chercher la rondelle en fond de zone et Demidov va être là pour le supporter. Puis c'est comme ça que ça fonctionnait en Russie. Quand Demidov jouait bien, c'est qu'il y avait un gars qui la récupérait, puis lui qui l'attendait à côté, qui lui offrait une option de passe ou qui va l'aider en la récupérant puis en la sortant de la bande. Euh, c'est ça, je pense que le Canadien, regarde, Montembeault a bien joué. Je me demande juste à quel point Montembeault, au courant de la saison, quand il jouait 3, 4, 5 matchs de suite, à un moment donné, on commençait à sentir un peu Mhm. une perte de confiance, une perte de concentration. Euh, je pense que ça va être très beau pour le Canadien, ça va être très bon pour le Canadien. Justement, tu sais, on regarde Toronto, on regarde Ottawa, on regarde une coupe d'équipes de même plus jeunes qui font les séries après un rebuild, là. Puis le Canadien est à l'avance, là. Il est à l'avance majeur, là. Puis ça va être beau à voir parce que justement, tu sais, je suis pas en train de dire qu'on fait les séries 10 ans de suite, là, à partir de maintenant, mais ça m'étonnerait qu'à l'année prochaine, on soit moins bon que cette année puis qu'il y ait une équipe qui nous dépasse. À moins d'encore une fois, il y a des surprises, là. Mais c'est excitant. C'est excitant pour qu'est-ce qui se passe avec cette jeune équipe-là. Tu sais, Demidov, il est déjà juste à son troisième match de la Ligue nationale, puis il y en a un joué dans les playoffs. Jeff Skinner, ça lui a pris 1078 games à jouer dans les playoffs. Demidov, ça lui en a pris deux. Fait que, tu sais, regarde, c'est juste bon. C'est une des raisons aussi pourquoi même si on aurait pu avoir le 13e choix au total en étant éliminé là, avant les séries, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire dans les séries? Qu'est-ce que ça va amener à des gars comme Goulet, à des gars comme Montembeault, tu sais, c'est juste, c'est un peu priceless, là. Puis New Hook, là, je veux pas, là, je pensais à ça hier, mais New Hook, quand il est parti de Avalanche, là, peut-être Ouais. qu'il se disait, ah merde, je reverrai plus les séries pour comme 5 6 ans. Puis non, ben regarde, ça a pris 2 ans. Il a joué 2 saisons avec le Canadien, puis il est back dans les séries. Fait que Ouais. ça aussi, c'est encourageant. Là, puis pour les agents libres, pour peu importe là, les échanges, les gars, ils vont commencer à dire, hey, il y a une équipe qui joue, là, puis regarde, hier, ils se sont revenus en troisième. Je l'ai dit tantôt, il y a eu des décisions un peu étranges des refs. Je veux dire, le but gagnant se fait sur un dégagement qui est refusé alors que Eleni se fait cross-check dans le dos. Je veux dire, tu sais, il y a des choses de même, mais bon, Ouais. faut aussi que, tu sais, on parle pas des entraîneurs beaucoup, mais c'est aussi la plupart pour eux, leur première expérience de série, là, je veux dire. Martin Saint-Louis puis Robida, c'est leur première série, ça, je suis pas mal sûr. Trevor Letowski, ça, je peux pas le dire. Je ne sais pas si ce gars-là, il a coaché en 2021 avec le Canadien ou depuis quand il est avec nous, mais je pense que non. Mais en tout cas, tu sais, c'est toute l'organisation ensemble, le DG aussi. C'est encourageant, mais Washington, c'est ça. Logan Thompson et Charlie Lindgren jouent bien. Leur défensive, même sans Martin Fervari, Ouais. sont solides. À l'attaque, Ovi, moi, je pensais qu'Ovi allait peut-être être un peu plus ralenti, puis là, ben, même pas un peu. Il va falloir le watcher, le maudit, puis Ouais. c'est ça Je mon pense, analyse. je pense déjà pour quand même rajouter à ton point tu sais, on aurait pu avoir le choix numéro 13. Il y a des années où ça fait plus mal que d'autres, ça. Puis je pense que pour une saison où se faire sortir en première ronde et finir, tu sais, rater les séries C'est de peu, 17e. tu sais, Ouais. c'est vraiment une super bonne saison pour faire ça, là, parce qu'on s'entend que, tu sais, en tout cas, je sais pas à quel point est-ce que les gens qui regardent en ce moment ont vu le depth du repêchage, mais tu sais, écoutez n'importe quel expert, puis il va vous le dire. La différence entre le choix numéro 13 et le choix numéro 17 cette année,
c'est pas la même chose que ce que ça a été certaines années. Si on pense à peut-être l'année dernière, là, peut-être que ça aurait fait un petit peu plus mal choisir entre 13 et 17. Il y avait encore des énormes noms qui ont été choisis dans ces Ouais, eaux-là. ou je pense juste à 2020, là, mettons Ouais, 2020, tu sais, le choix 13, tu vas aller chercher Seth Jarvis, puis le choix 17, ben bon, Caden Goulet était parti en plus, là, mais, euh, mais c'est ouais. ça, je suis quand même d'accord que cette année, il y a manière de faire un meilleur choix en 17 qu'au 13e, puis que, tu sais, dans le sens que tu simules le repêchage plusieurs fois, là, puis je pense que les joueurs entre 13 puis 18, 19 vont pas mal se ressembler, vont Ouais. s'interchanger, tu sais. Puis, Euh, écoute, pour finir aussi sur cette série-là, je pense qu'à la fin de la journée, si on regarde vraiment dans l'optique de qu'est-ce que Montréal peut faire pour gagner cette série-là, c'est vraiment le portrait tout craché de comme justement le underdog, là, le mouton noir, dans le sens où si Montréal veut gagner, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est exactement ce qu'ils ont fait hier. Bon, c'est sûr, commencer les matchs un peu plus fort, ça serait déjà bien, mais ça serait dès que tu sens un peu de relâchement de Washington, dès que tu sens qu'il y a justement un 10 minutes où tu peux prendre ton momentum, puis tu peux les faire paniquer, puis tu peux les faire justement faire des erreurs, tu le prends, tu vas marquer des buts. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Washington ne savait pas Ils se comment sont réagir. essoufflés. Ils se sont aussi essoufflés, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais l'équipe n'était pas capable de jouer de la même manière qu'ils jouaient au début du match. Ouais. Ça, c'est montré aux joueurs de OK, en ce moment, ils nous frappent toutes, mais au milieu de la troisième, ils vont plus être capables. Ouais, ouais. Puis sinon, le reste, je pense, c'est tout des trucs de détail. Tu sais, il n'y a pas aucun joueur du Canadien qui mérite de se faire bâcher pour la performance hier. Il y en a qui ont fait des erreurs. À chaque game, on voit tous ceux qui sortent les statistiques de revirement de Mike Ah ouais. Matheson, alors que à la fin de la journée, normalement, dans une équipe qui est dans. Qui serait, admettons, si tu mets Mike Matheson à Washington, il n'est pas en train de jouer des games de 26 minutes. Là. Ça explique Non. beaucoup de ce qu'on voit avec Mike Matheson. Là. Pour la position dans laquelle il s'est fait mettre comme étant potentiellement supposé être le premier D. Certains soirs, je trouve qu'il s'en sort pas mal bien pour ce qu'on se serait attendu de lui quand on avait échangé. Là. Mais je juste que le message que j'aurais en tant que si j'étais coach pour les Canadiens, ça va être vraiment de faire attention aux petites choses. Bon, hier, on l'a vu avec Patrick Laine qui rate la rondelle, qui est un peu mou sur son bâton dans le jeu juste avant que Washington ait le rebond devant le but qui a fait gagner le match. Puis c'est pas la seule fois qu'on l'a vu hier soir, justement, de être un peu mou, pas assez défendre devant le gardien de but, puis donner des petits rebounds à notre équipe. C'est vraiment ça que tu peux contrôler. Là. Tu ne pourras pas changer le fait que Washington soit une meilleure équipe que les Canadiens. Washington ont plus de gros noms. Washington ont une meilleure saison. Tu ne pourras pas changer tout ça. Ce que tu peux changer, c'est justement fais ce que tu fais bien, fais les petites bases bien. Et puis, justement, dès que tu sens l'autre équipe un peu plus tranquille, un peu moins dans leur truc, dès que tu descends un peu plus nerveux, saute. C'est là, c'est ton moment où justement tu mets l'énergie. Moi, là, je te dis juste, tu sais, on n'est pas vraiment ce genre de podcast-là où est-ce qu'on va faire de l'analyse de match puis de Mhm. l'analyse de coaching, là. Puis je pense que Martin Saint-Louis, on commence à le connaître en tant que coach. On commence à connaître un peu c'est quoi, tu sais, mettons, Michel Therrien, on savait que c'était un coach qui commençait les saisons en fou, puis c'était un coach qui était excellent pour changer ses trios pendant le match, puis faire des bons match-ups. Martin Saint-Louis, c'est peut-être moins ça, sa force de changer pendant une game. Mais moi, sincèrement, je l'ai dit un peu tantôt, Demidov, je le veux avec un Jake Evans ou un Heinemann, des joueurs qui vont être capables d'aller chercher la rondelle pour lui. Ils ont peut-être moins d'affinité et de talent offensif que Laine et Newhook. Mais Laine et Newhook sont pas capables avec Demidov d'avoir la palette, la POC sur leur palette. Puis ça fait que ce Ouais. trio-là n'est jamais en attaque. Puis je veux dire, regarde, hier, là, j'ai regardé les quatre trios avec Money Puck, ça nous donne les statistiques avancées et moins avancées, mais ce trio-là, Laine, New York, Demidov, était à 0.077 buts attendus pour eux. Donc, même pas 0.1 but, là, 0.07. Le seul trio qui était vraiment dominant, c'était le trio de Suzuki à 1.8. Anderson Dvorak, Gallagher, je les ai aimés, puis je pense que eux, je le garderais intact, mais c'était à 0.1, puis Heinemann et Van Zarmier à 0.2, à 0.27. Donc, en ce moment, je vois pas quatre trios que tu te dis, hey, Non. non, on peut pas les changer. Tu sais, des fois, dans la saison, on se disait, non, mais
Suzuki, on peut pas le changer, puis ce trio-là, on peut pas le changer. Fait que mais là, je veux dire, regarde, le pourcentage de buts attendus, c'est seulement le trio de Suzuki qui est à 77%, donc au-dessus de 50%, ce qui veut dire que quand ils sont sur la glace, il y avait 77% des buts qui étaient attendus qui étaient des leurs. Sinon, Dvorak, le trio de Dvorak, c'est 17,9%. Newhook, c'est 5,5%. Heinemann, Armia, Evans, ça, c'était 49,7%. Fait que ça veut dire qu'il était comme le deuxième trio à équivalence. Mais on s'entend que le trio d'Henderson, Dvorak, Gallagher puis Laney, Newhook, Demidov, là, en ce moment, c'est vraiment pas assez. Il va falloir, moi, je pense, changer les trios. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que Jacky doit rentrer dans l'alignement. Moi, j'ai adoré le match de Strubble pour qu'est-ce qu'il amène. Ce gars-là, il frappe, il fait mal devant le filet, il est mean. On dirait que souvent, les gens ils pensent que Strubble, c'est juste le petit défenseur qui est tout doux. Non, non, ce gars-là, il frappe. Là, oui, il s'est ramassé ses fesses, mais je veux dire, il fait partie du match. Il a été il a été une partie intégrale du jeu physique hier. Je vois pas en quoi Jacky viendrait changer. C'est juste que je me dis, Jacky, c'est un gars avec beaucoup d'émotions. Donc, sûrement que ce gars-là, il pourrait venir à aider, mais en même temps, là, même là, je veux dire, hier, c'est-tu vraiment des émotions puis des plaquages qu'on avait besoin à 0-2? Non, on avait besoin de l'offensive. Puis j'aime bien mieux le jeu offensif de Strubble. Fait que peut-être que ça va être choquant pour certaines personnes parce que tout le monde appelle à la job de Martin Saint-Louis parce que Jacky joue pas, là. Non, c'est ça, parce que tous les problèmes que Strubble a eu hier, parce que, tu sais, moi, écoute, j'ai pas été un énorme fan de son match, mais je reste que le point Mais est là non, que mais je tu sais, pense pas que Jacky, tu le mets dans la situation. Parce que les gros problèmes que moi j'ai eu avec le match de Strubble, c'est juste que, hey, vas-y, amène ton physique, mais des fois, amène, tu te mets beaucoup trop hors de position pour, pour aller jouer ce jeu physique-là. Tu vas faire un hit qui est beaucoup trop haut juste pour faire mal à l'autre équipe, mais ça leur donne une chance de marquer. Si je te garantis que l'autre équipe, s'ils peuvent trader un gros hit versus une chance clé, c'est ça qu'ils vont faire. Sauf que tu mets. ouais. Jacky, on l'a vu dans les matchs clés, je me souviens plus exactement c'était lequel. Je pense que c'est celui contre les Blues de Saint-Louis où il a fait des plaquages à l'autre bout de la glace complètement aberrants, où c'est exactement ça le problème aussi. Man, là, on adore ton jeu physique, mais c'est pas le moment d'aller plaquer. T'es en deux Calme-toi, là. contre Ouais. un, puis tu changes ça en un contre un parce que tu go complètement hors de ta position pour aller faire un plaquage. Fait que, écoute, Struble, première série LNH, il est jeune, c'est sûr que la même chose qu'avec Hudson, qu'avec Demidov, c'est de la bonne expérience pour lui, puis c'est normal que dans certains moments, il panique, mais tu mets Jacky, ça change pas la donne, c'est encore un jeune qui est dans ses premières séries LNH, puis qu'on a encore les mêmes erreurs que Struble. Fait que, bref, de toute façon, Je comprends le point, mais regarde, les deux, on a Washington qui s'en vont jusqu'en finale. ben, c'est ça. Euh, on joue contre, tu sais, même si le classement c'était 1-8, le Canadien jouerait contre Washington. Ce qui est quelque chose que j'aime, moi, c'est un format que oui, c'est nostalgique parce que c'était le format de quand j'étais jeune, le 1-8, mais tu sais, je trouve tellement que ça marche mieux. Je veux dire, ça fait beaucoup moins d'aberrations, là, tu sais. D'un, je comprends le point de se dire que tu veux comme créer plus de rivalité en faisant que tu as le Battle of Florida puis le Battle of. Mais tu sais, Ouais. au final, là, genre, en tout cas, moi, je trouve juste que ça fait que tu as des équipes comme Avalanche puis Dallas qui vont être éliminées en premier tour, alors que pour moi, ben, c'est deux équipes qui sont dans le top qui devraient se ramasser quasiment en finale de conférence. Euh, Ouais. Passons à la dernière de l'Est qui finit son deuxième match dans quelques minutes. Caroline Keynes contre New contre Jersey. les Devils. Ouais. C'est ça, je pense que là, il y en a un que, tu sais, les Canadiens, c'est sûr, notre podcast, on a fait des épisodes juste sur le Canadien. On est de Montréal, on est passionné là-dessus. C'est les prospects qu'on connaît mieux, fait qu'on a passé, tu sais, un bon bout à parler de ça. Puis là, je pense que justement, on prend l'autre côté de la médaille. Moi, Caroline, New Jersey, je pense que ça a été un des premiers que, peut-être le premier que j'ai placé. Tu sais, une fois que tu commences le bracket, t'as comme page blanche, wow, Colorado, Dallas, qui est-ce que je mets? Canes contre Devils. J'ai eu aucun problème directement. Je suis allé mettre les Canes. Je me souviens plus en combien de matchs, je pense en 5 quelque chose de même. Puis là, avec les blessures de hier, peut-être que avoir su, je Ah, l'aurais même mis en 4. T'as Jack Hughes qui ouais. était pas là, Luke Hughes qui se blesse, Braden Dillon qui se blesse, et puis Sigenhaller, en Seguin tout cas, Tyler, ouais. Siegenthaler qui lui, c'est pas hier, là, on le savait déjà Ouais. avant, mais Ah, ça fait mal. il sera pas là pour des séries. Déjà que ajoute tous ces joueurs-là là-dedans, puis écoute,
peut-être qu'il aurait donné un. Tu sais, même là, contre Caroline, ça aurait été quand même un challenge. Ça aurait été une série qui aurait été serrée, mais je pense que Caroline, ça serait quand même sorti vainqueur. Mais là, enlever tout ça, oublie ça. Là, je pense que ça vaut même pas la peine de nécessairement analyser tout le jeu et tous les points clés de New Jersey parce qu'en ce moment, ce qu'on a sur la glace, c'est pas New Jersey. Oui, il y a certains des points, des points clés qui sont là. Jasper Bratt a eu une super bonne saison. Nico Ishii a eu une super bonne saison. C'est un super bon deuxième centre. Mais toutes ben, pas toutes, mais beaucoup des gros éléments qui étaient clés pour New Jersey, sur qui il allait dépendre pour aller loin, ne sont pas là. T'sais, New Jersey, à la fin de la journée, sont quand même rendus au stade de reconstruction où t'enlèves Jack Hughes, c'est fini. C'est comme si Suzuki s'était blessé juste avant les séries éliminatoires pour Montréal. Ça aurait été fini, là, ça aurait pas été, on serait pas dit, ah oui, ils vont se battre, puis là, on va mettre Dvorak à sa place sur le premier trio, puis on va avoir une vraie chance. Si Nick Suzuki s'était blessé à Montréal, on aurait dit, c'est cool, on va jouer 4 matchs, mais c'est fini. Puis New Jersey, à la fin de la journée, ils ont une équipe avec un peu plus de gros noms que Montréal pour le moment. Leurs joueurs sont un peu plus avancés la reconstruction. On Ah ben, s'attend c'est à un ce qu'ils peu d'eux que je parlais tantôt. Tu sais, quand je disais que j'assure pas le fait que le Canadien va jouer 10 saisons de suite Ouais, dans les séries parce que New Jersey, c'est un peu ça là, qui est arrivé. Ils se sont qualifiés. L'année d'après, ils se sont pas qualifiés. ouais. Mais comme tu le dis, là, tu sais, Ishii, Mais, il joue bien, Palat, Maillard, tu sais, mais c'est mais New juste, Jersey, t'as c'était pas quand Jack même. Hughes. Non, c'est ça. T'as pas Jack Hughes, t'as pas son frère. Braden Dillon, Sigenhaler. Est-ce que c'est les gros stars de l'équipe? Non. Mais est-ce que c'est des défenseurs physiques que tu as besoin pour gagner des séries? Absolument. Là. Surtout Sigenhaler. Ils l'ont amené pour une raison. Ils ont payé pour. Je pense que c'était Calgary avant, je me souviens plus. Mais en tout cas, ils sont allés le chercher au marché des agents libres. Ils l'ont signé à un gros contrat quand même. Pourquoi? Parce que c'est ce type de joueur-là que tu as besoin pour aller gagner la Coupe Stanley. Puis en ce moment, ils l'ont pas. Regarde, là, t'as parlé de Dylan et Hughes qui s'en vont. Ça fait mal. Dylan, c'est un gros défenseur physique. Luke Hughes, c'était leur défenseur two-way qui peut amener de l'offensive. Là, tu remplaçais avec Simon Nemeth qui n'a pas eu la confiance de son entraîneur du tout de toute la saison. Puis Denis Cholowski, ça fait mal. En plus, là, ils ont changé aujourd'hui. Ils ont mis Cody Glass au troisième trio. Ils ont Ça. sorti Sprung, ils ont rentré Tatar. Clairement, là, ils sont en train de faire un peu comme des réflexions. Puis, regarde, je veux pas dire, là, mais c'est qui le coach? Sheldon Keefe. Fait qu'un first round exist, je trouve que c'est pas éthique pour le New Jersey. Caroline, c'est une très, très bonne équipe. Mais encore une fois, on en parle souvent, on en entend souvent parler. Caroline, c'est un peu, tu veux pas ça comme rebuild parce que c'est une très bonne équipe, mais qui est jamais comme over, qui passe jamais la ligne de comme très bonne équipe à contenders. Ils Ouais. restent tout le temps en dessous, tu sais, ils sont toujours juste. Mais C'est comme jamais assez. Caroline, on ira plus en depth parce que je pense que les deux, à la prochaine ronde, on les a qui perdent à Washington. Fait que, écoute, on peut regarder l'Ouest, puis après ça, on expliquera exactement pourquoi est-ce qu'on pense que Washington, les deux, on est d'accord sur le fait qu'ils vont passer la Mhm. Caroline. D'ailleurs, tu sais, je pense que le seul qui a mis Caroline au-dessus de Washington, c'est le AI. Mais ça, comme je vous ai dit tantôt, check ça à la Lui, fin. il Puis est lui, bon. il est pas là pour se défendre, tu sais. Mais Mais écoute, c'est pour ça, ouais. switchons à l'Ouest. Je me souviens plus toi exactement que c'était mis. Moi, pour la série On est Winnipeg-Saint-Louis, différents. On est j'étais vraiment allé. différents. Ok, dans l'Ouest, c'est plus différent. Ouais. Winnipeg, Colorado. Donc pour le moment, c'est Jules qui a l'air On a d'un juste génie. Vegas en commun. C'est ça. Je tiens quand même à dire, comme tu as dit tantôt, on a fait ces brackets-là avant. Là. C'est sûr que là, il y a une série où il y a 2 matchs qui ont été joués. Winnipeg ont gagné les 2 matchs. Fait que Mhm. si j'avais à refaire tout le bracket ce soir, peut-être que ça serait un petit peu différent. Mais à chaque année, tu essaies d'aller un peu chercher c'est quoi les upsets. Tu sais qu'à chaque année, il y en a, mais ce qui est le fun, c'est que tu peux jamais vraiment les prédire. Surtout moi, je suis pas très bon pour les prédire. Mais je m'étais dit, man, Saint-Louis, ils ont une équipe justement qui joue fort, ils ont des jeunes qui ont envie d'être là, ils ont une bonne présence quand même de vétérans. C'est sûr que si on regarde vraiment juste les joueurs qui sont sur la glace, Snuggerud, excellent joueur, mais sur une première ligne, est-ce qu'on pense vraiment que c'est une équipe qui peut aller ultra, ultra loin en série? Peut-être pas, ils n'ont peut-être pas les noms pour, mais depuis que Jim Montgomery avait pris le dessus, c'était vraiment encourageant. Puis encore une fois, tu sais, c'est difficile de compter contre, contre une équipe qui a du caractère comme Braden Shen, qui est un joueur clé pour eux, Justin Falk, qui est un des meilleurs shutdowns
des bons shutdown, un des meilleurs, je sais pas, là, mais un des bons shutdown defenseurs de la LNH. Fait que je m'étais dit, hey, c'était vraiment pour le sake du upset. Puis en face, t'avais Winnipeg qui, oui, ont les gros noms, mais ils ont les gros noms qu'ils avaient toujours eu. Valardi est blessé et cette équipe-là a un Les historique de Oilers. justement. Ouais, Ehlers aussi. Puis Ellie Book a un historique aussi de décevoir quand il arrive Ouais. le moment où il faut qu'il performe le plus. Fait que, sur papier, si tu prends juste les noms, Winnipeg a la meilleure équipe, mais je pense, avant qu'on voit les deux premiers matchs, je me disais que Saint-Louis, avec tout ce qu'il fallait, avait vraiment le vent dans leur voile pour justement faire le upset de la première ronde, puis d'aller justement battre Winnipeg. Mais là, pour le moment, Winnipeg joue une game défensive excellente, sont vraiment capables de shut down l'offensive de Saint-Louis, qui est déjà l'offensive de Saint-Louis, c'était leur gros défi. Là, pourquoi est-ce que Jimmy Snuggerud, ça fait dur un peu sur une première ligne? C'est parce que c'est pas un gars qui va aller te marquer des points. Ils ont beaucoup de... Braden Chen aussi, je disais, je l'aime bien, mais c'est pas un joueur qui va aller t'amener énormément de production de points. Saint-Louis n'ont pas beaucoup de joueurs justement qui vont aller te marquer des buts, te faire des assists, ajouter beaucoup au score sheet. Puis en ce moment, Winnipeg font une super belle job pour shut down justement les noms comme les Robert Thomas qui pourraient faire un petit peu plus peur du côté de Saint-Louis. Puis pour finir sur Winnipeg, je suis juste surligné à quel point est-ce que leur défense, elle fait peur. Moi, je dis, mais Dylan DeMello, Just Morrissey, Samberg, Pionk, c'est tout Logan Stanley, Luke Shen, c'est tous des joueurs physiques. Il y a de l'expérience là-dedans et ils sont grands, ils sont capables de faire mal. Je pense Logan Stanley sur une troisième paire, c'est le rêve pour moi. C'est un défenseur shutdown très très grand qui fait extrêmement mal. Là. Ben, moi, tu sais, c'est ça. Tu as parlé de Hellebuck qui a pas toujours été concluant dans les séries. Puis je me suis comme dit, l'année passée, ça leur a appris. Puis c'est pas une équipe que tu fais comme Ah, mais ils vont pas être capables de réapprendre de leurs erreurs, puis Ouais. ils vont foncer dans le même panneau. Non, non, moi je pense cette année. Puis là, encore une fois, c'est 2-0, puis j'ai l'air bien smart d'avoir pris Winnipeg, puis de faire comme je savais, mais non, tu sais, je veux dire, à 2-0, là, il y en a bien des séries qui switchent de bord. Fait que faut faire attention, puis en plus, là, on s'en va chez Saint-Louis, mais tu sais, de un, quand je parle encore de la statistique de base, qui est est-ce quel point l'équipe a été bonne à la maison, les Jets, c'était la deuxième meilleure équipe à la maison, 30 victoires, 7 défaites, 4 en prolongation, je veux dire c'est un pourcentage de victoire de 7,80. Puis là, ben, en ce moment, ils sont à 100% en victoire à la maison. Euh, par la suite, Carl Connor a connu la saison de sa carrière. Shifley, je pense il en veut plus. Ehlers de blessé, mais pareil, ils pull through. Adam Lowry comme capitaine, j'adore ça. Euh, Morrissey, c'est un défenseur que j'aime. Pyong, c'est un défenseur que j'aime. Demelo, je l'aime. Je voyais pas cette équipe-là euh, ne pas se rendre au moins à la ronde 2. Puis justement, je pense qu'avec un goaler comme Eleba, qui était le meilleur goaler depuis 2, 3 saisons de Ouais. suite quasiment, je me disais, il va refuser, puis ça va. C'est ça qui se passe en ce moment. Là, puis Bennington se fait vraiment foncer dessus. Il y a beaucoup de contacts physiques, donc clairement, c'est ça la manière que ça fonctionne. Puis, tu sais, Saint-Louis ont eu une remontée incroyable vers la fin de la saison, mais dans les derniers matchs, ils ont eu de la difficulté. Ça m'a fait comme, tu sais quoi? Soit les équipes ont trouvé comment les battre, ou en tout cas, ça montre à Winnipeg comment les battre, parce que là, tu as des équipes qui les battent. Puis aussi, tu sais, à un moment donné, tu as un streak, mais il n'y a aucune corrélation entre avoir une bonne fin de saison puis avoir des bonnes séries. Fait que moi, je pense que les gens voyaient Saint-Louis beaucoup plus gros que ce qu'ils étaient réellement parce que ils étaient comme en feu, là. C'était comme 16 victoires de suite, alors que non, je veux dire, c'est une équipe qui, oui, a vraiment joué incroyablement après le 4 Nations, mais au final, comme tu le dis, le Snuggerud, c'est un gars qu'on aime, mais que dans 3, 4, 5 ans, oui, OK, je vais être good avec lui sur la première ligne. Mais là, en ce moment, non. Puis Robert Thomas, il produit pas assez. Pareilco, il n'est pas assez un impact. Les gars, ils n'ont pas l'impact qu'ils devraient avoir. Puis ben, en ce moment, regarde, c'est 2-0. Puis je pense que Winnipeg, ça va être très, très difficile à battre. C'est ça. Moi, je suis allé avec Winnipeg, mais si je ne me trompe pas, je les ai ils sont sortir en deuxième ronde. Là. Mais tu Ouais. sais, dans l'Ouest, là, c'est vraiment des équipes très solides dès la deuxième ronde. C'est ça, de toute façon, on va pouvoir vérifier. On va remettre le bracket dans 2 secs.
pour la deuxième série dans l'Ouest. Je pense que la deuxième série qui m'a le fait le plus chier à devoir choisir, c'était Floride-Tampa Bay, j'ai eu vraiment du mal, puis Dallas-Colorado, man, maudit que j'y ai pensé. Fait que moi, j'ai mis Dallas qui avance à la deuxième ronde, et puis d'ailleurs, qui vont jusqu'à la finale. Et toi, tu as mis les Avalanches qui Ouais, battent Dallas pour aller en deuxième ronde. Fait que toi, c'est quoi qui ouais. t'a fait pencher pour Colorado? Je pense que tous les arguments vont être bons des deux côtés, là. Ben, regardez, moi, premièrement, j'ai regardé les matchs c'est peut-être ici justement genre un peu de biaisé, mais c'est que j'ai regardé les matchs de Colorado. Je suis tombé dessus après la date limite des transactions. Puis sincèrement, je veux dire, c'est beaucoup trop fort, là, selon moi. C'est juste comme je vais essayer de retrouver les statistiques de hier. Puis ils ont perdu hier, là, la série est 1-1 en ce moment. Mhm. Mais je veux dire, c'est c'est- c'est- c'est juste le fait que d'un, pour moi, qui est un des meilleurs joueurs pas pour moi, je suis pas spécial à dire ça, mais McKinnon, tu sais, c'est un gars que souvent, je me dis, des fois, il y a des soirs que c'est lui le meilleur joueur au monde. Euh, son trio avec Nechas et Lekonen, c'est tout simplement dominant. Euh, c'est, c'est juste fantastique. Le Drouin Nelson Nishiskin, je veux dire, Nelson, là, oui, j'ai dit tantôt que c'était un bon trade pour les Avs, mais c'est un excellent trade pour les Avs. Je veux dire, Nelson, c'est un gars, c'est un vétéran. Il a pas tant gagné dans sa carrière, mais il s'est rendu en finale de conférence avec les Isles. Euh, c'est juste, il y a quelque chose avec lui que je me dis, wow. Puis en plus, on allait chercher Charlie Coyle, Taze McCarr à la défense, Lindgren, Manson, Girard, Johnson. C'est juste des défenseurs d'expérience. Lindgren, il est méchant. Manson, il est méchant. T'as Girard, McCarr, Taze qui peuvent amener de l'attaque. T'as Blackwood qui joue vraiment très bien dernièrement. Euh, En plus que là, t'as pas Robertson, t'as pas Iskanen. Tu sais, moi, cette saison, tu le sais, là, avec le pool, j'étais vraiment du côté de Dallas. Là, pendant les séries, c'est comme, t'as pas Robertson, t'as pas Iskanen. Ouch. Tu sais, t'as une équipe comme Colorado devant toi. Moi, je pense que Colorado, ils vont pour la coupe. Dallas ont vraiment très bien joué hier. Ça, je vais leur donner, là. Mais je pense que, on the long run, je pense que Nathan McKinnon et McCarr vont écraser. Ouais, ben c'est ça. Ouais, écoute, Robertson, je savais pas qu'il était blessé avant, pendant qu'on faisait les brackets, mais je pense que même en sachant ça, honnêtement, pour moi, vraiment, Dallas, depuis que Rantanen a été échangé là, c'est comme un géant dormant. Il n'y a pas eu de période où on les a vus. Tu sais, je pense que c'était Seguin qui était blessé un peu avant. Après ça, il y a eu Rupert Ince, Scannon. Lui, il ne reviendra pas pendant les séries, mais ça fait un petit bout qui est blessé. Fait que j'ai quand même l'impression que c'est une équipe qui surperforme un peu de leur potentiel à cause justement juste de circonstances. Euh, puis, même avec la blessure de Iskanen, ils ont une défense que moi, j'adore. Moi, en tout cas, je te dirais, tu sais, je vais sonner comme un mauvais Québécois, mais dans la défense de Colorado, je l'aime. C'est tous des joueurs que j'apprécie, mais tu sais, Samuel Girard sur une troisième ligne, ça serait peut-être pas mon choix numéro un. Eric Johnson non plus, alors que du côté de Dallas, j'aime vraiment bien leur depth défensive. Tu sais, la star du match de hier, c'était vraiment Thomas Harley. Puis Thomas Harley, c'est un défenseur de deuxième paire. Sur la troisième paire, tu as des gars vraiment quiet, mais qui font mal. Là, tu sais, Liam Bichel, il est jeune, on n'a pas encore vu tout ce qu'il pouvait faire, mais maudit qu'il est capable de faire mal. Puis c'est vraiment joueur de ce type de défenseur-là. Je pense que je me souviens plus c'était quel nom que j'avais dit sur Logan Stanley de Winnipeg. C'est Stanley, ouais. exactement le Mais même. Bixel, c'est encore mieux, là. Ouais, Pixel, c'est encore mieux, mais tu sais, c'est vraiment le genre de prototype de joueur que j'aimerais, admettons qu'à Montréal, on est sur le troisième. Tu prends un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5, qui sait où se placer, qui sait comment défendre, qui sait comment frapper. Tu le mets là, puis tu lui dis, hey, toi, ta job, c'est juste de shutdown, soit physique, sans prendre de risques trop élevés. Là. Tu sais, un peu comme on disait avec Struble puis Jacky la dernière fois. Là. Fais mal, mais sans toi pas de position. Puis c'est vraiment un gars qui fait ça super bien. Aussi, écoute, je pense qu'on a deux équipes avec de l'excellent depth. Puis encore une fois, la blessure de Robertson, ça montre exactement pourquoi est-ce que c'est clé. Puis pourquoi est-ce que le mot depth, c'est le mot, je pense que vous allez nous entendre le plus utiliser pendant tout le podcast ce soir. Mais j'ai quand même un petit penchant aussi pour la profondeur, pour faire un petit twist, là, le remettre en français. Euh, de Dallas, pour rien enlever à celle de Colorado. Surtout
si Landeskog finit par revenir d'ici la fin des séries, ce qui est supposé être le cas. Là, on l'a vu faire le warm-up, l'échauffement, pardon, au dernier match, puis on devrait le voir réintégrer l'équipe bientôt. Là. Ils veulent pas le pousser à revenir trop tôt. Ça serait un peu un désastre qu'il se passe quelque chose de mauvais dans son premier match au retour de la NH. Mais pour le moment, tu sais, je regarde les noms de Dallas, Jamie Benn, qui font jouer sur leur 3-4e trio, Dadonov, Sam Steele, on s'attendait à plus gros. Certes, c'est une déception pour ce qui aurait pu être, le potentiel qu'il avait, mais qui remplit vraiment bien son rôle sur la troisième ligne. Alors que de Colorado, il y a des noms qui me convainquent pas mal moins. Euh, Logan O'Connor, Miles Wood, c'est des gars que c'est bon, ils remplissent bien leur rôle, mais je les trouve un peu plates, même pour des gars de 3-4e trio. Je trouve que justement, il manque un peu le piquant qui me fait beaucoup aimer Jamie Benn puis Dadonov chez Dallas. Puis Kirvanta puis Parker Kelly, c'est juste des gars que honnêtement, je vois pas sur des bottom 6 d'équipes qui vont loin. Fait que c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est une série qui m'a fait énormément douter, mais ces petits edges-là, aux côtés de profondeur, et puis le fait que à chaque année, on a coudon, je vais avoir l'air du moins connaissant au hockey au monde, là, mais le gardien de but de Dallas, maudit. Ottinger? C'est ça, Ottinger. J'ai appris c'était qui aujourd'hui. Tu sais. Ah, je sais. Qu'à chaque année, C'est un nouveau gardien de but, il sort de nulle part. c'est 18 ans, c'est fou. C'est le prochain Jacob Fowler. Mais Ouais. que justement, Ottinger ait ce backing-là, au contraire de Hellebuck, justement, qu'on parlait à Winnipeg, Ottinger, ça a été un gars que même quand Dallas avait pas l'air d'être dans leur année où il devait performer fort, tu sais, je me souviens dans la série contre Calgary, admettons, où on pensait vraiment que Calgary avait le edge. Ça a tout le temps été un gars qui a été là pour faire la différence puis pour être le meilleur joueur de Dallas quand il y avait besoin qu'il soit. Versus Blackwood à Colorado. Blackwood a eu une excellente fin de saison, mais au début de la saison, il était à San Jose. Puis cette année, si tu t'es retrouvé à San Jose, il y a une raison pour ça. Je ne veux pas insulter personne, mais il y a encore des preuves à faire Blackwood versus Ottinger. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai opté pour Dallas, mais je le répète une dernière fois, ça a été extrêmement difficile de choisir, puis je pourrais vraiment voir la série. J'avais vu Puck Empire faire un post de ma confiance envers chacune de mes prédictions en termes de pourcentage. Puis ça serait une des séries où mon taux de confiance envers ma prédiction serait dans les plus bas. Ouais, moi aussi, puis tu sais, je veux dire, c'est un peu all the way dans le sens que je me suis dit, si Colorado est capable de battre Mhm. Dallas première ronde, je vois pas comment ils peuvent pas se rendre Ben, tu jusqu'à la fin. vois, de l'autre bord, moi j'ai mis Ça, c'est Dallas, la puis c'est même Dallas chose. qui va jusqu'en finale. Fait que C'est ça. c'est vraiment la série clé. Là. Si on regarde nos deux brackets, Vraiment. je me souviens plus de celui du AI, mais bon. Écoute, On verra tantôt, mais moi, je ne le sais pas, fait que je peux pas vous dire. ça La va être prochaine, surprise. Vegas contre Minnesota. Donc là, celle-là, ben, on est les deux. C'est la seule qu'on s'entend pour dans l'Ouest, mais c'est les deux, on a Vegas. Puis moi, Vegas ça va jusqu'en finale de la conférence. C'est une équipe que je ne peux pas aller contre eux. Mhm. Malheureusement, c'est le genre c'est comme un peu, tu sais, on est des gens qui prônent, là, en grand guillemets, mais qui sont plus vers les reconstructions. Moi, je pense que c'est la manière qui peut créer le plus une dynastie, mais regarde, Vegas, ils réussissent à chaque année à nous surprendre. Je veux dire, c'est une équipe avec une profondeur, avec une culture, avec Aiden Hill qui est Mhm. un goaler qui sort un peu de nulle part, tu sais, dans le sens, c'est un goaler qu'on n'avait jamais vu vraiment être un gardien de la Ligue champion de la Coupe Stanley. Et là, il le fait. C'était un peu l'exception de la règle. Tu sais, tout le monde disait il faut un gardien de but numéro un. Et, Ben, ben, c'était supposé Aiden être Hill est sorti Thompson, de nulle hein? part. C'était supposé être Thompson. C'est Aiden Hill qui a pris le lead de l'année qu'ils ont gagné. Ils se sont départis de joueurs comme Stephenson, comme Marchesso. Ils Ouais. ont réussi à se reconstruire. Dorofeyev est un joueur important pour eux. Euh, c'est vraiment une somme. C'est une somme de choses qui me disent, je veux dire, en plus, Minnesota, euh, c'est un peu plus shaky dernièrement. Là, je ne sais pas s'il y avait une blessure. Y a-t-il une blessure à Minnesota? Il me semble Ouais. que oui, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est juste une équipe que je me dis, Minnesota vont peut-être être plus beaux dans 5 ans que Normalement, Vegas, mais non, pour pas de l'instant, blessure je à vois. Minnesota. Tout le monde est revenu.
Tout le monde est revenu, c'est ça. Fait qu'Apruzov est de retour. Ouais. Tu sais, c'est bien beau, mais c'est juste comme jouer contre Vegas en première ronde, c'est un peu injuste selon moi, là. Ouais, puis écoute, Vegas, tu sais, les départs que tu as nommés, Marchessault, Stephenson, moi, c'est la raison pourquoi est-ce qu'ils vont pas plus loin. Là, tu sais, je les vois un moment donné frapper un mur. Ben, en fait, je les vois pas plus, vraiment juste après, là, en deuxième ronde, que ça a été les Kings ou bien Edmonton qui passe. Je pense que Vegas perd en deuxième ronde, selon moi. No matter, peu importe qui, contre qui ils se retrouvent. Mais reste que de l'autre bord, Colorado, pas Colorado, excusez, Minnesota sont juste pas rendus là. Ils jouent du super beau hockey, ils ont des jeunes qui sont super excitants. J'envisage déjà la prochaine première ligne de Brock Faber contre Steve Bouillon, ça va être excellent. Puis c'est une équipe qui est quand même solide, qui va donner du fil à retordre à Vegas, mais ils sont pas encore justement au stade où Minnesota, quand je regarde leur roster, je suis vraiment comme OK, il manque un petit quelque chose pour vraiment venir mettre tout ensemble. Comme à Montréal, on n'arrête pas de parler du deuxième centre, du deuxième centre, du deuxième centre. Minnesota, je pense qu'il leur faudrait vraiment un centre star. Peut-être que, écoute, Marco Rossi va avoir la meilleure saison de sa vie la saison prochaine, puis qu'il va remplir ce rôle-là, mais moi, je pense vraiment qu'il faut qu'il fasse un move pour justement aller vraiment faire un trio Boldy, Kaprizov avec un joueur d'excellence au milieu. Puis là, on pourra parler de eux qui battent Vegas. Mais pour l'instant, c'est une des équipes que je préfère regarder jouer dans la LNH. Je trouve que c'est vraiment une équipe qui ne dépend pas des contre-attaques. C'est une équipe qui bâtit des jeux. Souvent, quand on voit leur but, si vous avez regardé le premier match de la série, c'est vraiment des 1, 2, 3 passes. À un moment donné, le gars est bien placé, puis il a fait, c'est vraiment des buts vraiment incroyables, satisfaisants à regarder, super beau. Euh, J'adorerais ça les voir aller plus loin, mais je pense juste pas que c'est l'année. J'ai de la misère aussi à avoir une équipe à aller très loin avec Goudreau Gaudreau comme Mhm. deuxième centre. T'sais, à la fin de la journée, c'est pour ça qu'à Montréal aussi, on n'arrête pas de mettre l'accent sur il faut échanger pour un deuxième, il faut échanger pour un deuxième centre parce que c'est une position clé. Quand tu arrives dans les Mhm. séries, si Gaudreau c'est ton deuxième centre, il va falloir un miracle ou bien un Saint-Louis 2019 pour que tu te rendes justement jusqu'en finale puis que tu la gagnes. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai mis Vegas, malgré le fait que Minnesota, ça aurait été vraiment le fun de finalement, pour une fois, là, moi, depuis que je suis jeune, je me dis, hey, leur logo, c'est un des plus cool. J'adore le vert, j'adore leur uniforme, mais ils se rendent jamais super loin. Fait que, Ben, regarde, moi j'ai hâte de les voir avec Ziv Bouillum développé puis Danila ouais, Yurov. absolument. Durov, d'ailleurs, qui vient de terminer de résigner son contrat de terminated en Russie, fait qu'il devrait s'en venir sous peu. Écoute, pour la dernière série dans l'Ouest, on a une dernière différence, un On dernier n'est petit pas en beef. accord. Ça aussi, ça a été tough à chaque fois. Mais les Kings contre les Oilers, moi j'ai mis les Oilers qui passent et toi tu as mis euh, les Kings. Ça aussi, encore une fois, je pense que c'est la série qui a été le plus utilisée comme exemple pour pourquoi est-ce qu'on veut retourner à un format 1 à 8. Maudit Mhm. qu'on est tanné de voir les Oilers avec les Kings, même si c'est du La bon hockey, quatrième fois mais de suite. quatrième fois tu dis? Ouais. Coudon, mais c'est ça, je suis tanné. Mais euh, encore une fois, si un peu comme la série d'avant, si j'y allais avec ma préférence personnelle, ça aurait été vraiment les Kings qui passeraient. J'ai adoré l'amélioration des dernières années de Quinton Byfield. Je pense qu'il s'en vient vraiment comme un des meilleurs grands joueurs grands centres de la LNH. Puis grand, je veux pas dire comme de grande renommée. Là. Je parle vraiment en taille, en physique. Il est extrêmement intelligent, extrêmement grand. C'est une équipe qui est, malgré le fait qu'il soit défensif, c'est extrêmement satisfaisant de les regarder jouer, un peu à la Minnesota. C'est tout le temps c'est une des meilleures équipes, en fait, j'irais même jusqu'à dire, selon moi, et mes connaissances limitées des stratégies de hockey, donc en termes de coaching, à mes yeux, ils ont l'air d'une des équipes avec les meilleures stratégies puis le meilleur plan de match dans toute la LNH. Fait que c'est vraiment une équipe, à mon avis, où tous les gros points que tu dis, OK, il faut que tu aies une équipe qui ait des attaquants qui sachent défendre, que tu aies des joueurs responsables, tout ça est coché. C'est juste que de l'autre côté, ils ont Edmonton, puis Edmonton, moins Mathias Ekholm, ça va faire mal. On a vu Draisaitl puis McDavid avoir quand même quelques problèmes de blessures cette saison. Je ne veux pas spéculer, j'ai aucune idée c'est quoi leur état de santé en ce moment, mais c'est sûr que si eux sont plus shaky à cause de ça, ça va être rough. Mais
Je pense que le match de hier a montré exactement, malgré le fait que les Kings ont gagné, a montré exactement pourquoi est-ce que moi je peux pas. J'ai de la misère à voir Edmonton se faire éliminer. C'est, tu vois, hier, les Kings ont dominé les deux premières périodes. C'était un massacre au début. On aurait dit que ça aurait été vraiment juste one-sided pour les Kings. Puis à un moment donné, hop, McDavid, Draisaitl, l'offensive des Oilers se réveille. Puis t'oublies tout le mauvais match de Stuart Skinner parce que ces gars-là vont t'en mettre 4 en je sais pas trop combien de minutes, mais tu sais, suffit que ces gars-là soient dans une lancée, puis hop, c'est comme si le reste du match s'était effacé. Là. C'est à ce point-là que Draisaitl, McDavid, c'est un duo. Draisaitl, McDavid, c'est un duo qui fait extrêmement mal. Là. Ouais, moi, je suis allé cette année. Les années dernières, je croyais pas vraiment à LA. Puis LA, malheureusement, pour Edmonton, je trouve qu'ils se sont vraiment bien adaptés cette année. Je Mm-hmm. trouve que les gars ont pris un step et même qu'il y a des gars bon, comme Kuzmenko qui débarquent et qui fait la pluie et le beau temps avec eux. Et encore hier, si je ne me trompe pas, un but, deux passes. Un but, deux passes, en effet, oui. Euh, c'est la deuxième équipe la meilleure en termes de buts attendus, ben de pourcentage de buts attendus. Là. Donc, quand ils jouent, 55% des buts attendus sont de leur côté. Ça veut dire que ça, c'est en 5 contre 5. Là. Après, Mm-hmm. euh, c'est vraiment ça qui est l'important. Puis c'est la meilleure équipe de la Ligue à distance avec pas de la Ligue à distance, à la maison avec un pourcentage de points de 800. Donc 80% des matchs qu'ils jouent chez eux, ils les remportent. Donc bon, on a vu hier le premier match chez eux, ils l'ont remporté. Je pense que le deuxième, ils vont le gagner. Puis ensuite, ben, on verra. Mais je pense que les séries se sont rendues. euh, si je ne me trompe pas, dans les dernières saisons, se sont quand même rendus loin. Euh, et là, je pense que ça va juste être à l'avantage. Là, je suis en train de vérifier jusqu'à où que se sont rendus. Mais c'était en match 7, en match 6 puis en match 5 l'année passée. Mais je pense que c'est ça, ça va être peut-être Ouais. si c'est pour 6 ou 7 ou même là 5, je pense que ça va être à l'avantage de LA qui vont être ceux qui vont recevoir en premier sur le match impair. Donc, moi, je vois juste, tu sais, je veux dire, déjà, que je trouve que c'est incroyable, mais Mike Anderson avec Dowdy, c'est un duo défensif et en plus avec l'offensive. Mike Anderson est peut-être un des défenseurs les plus sous-estimés dans la ligue. Mm-hmm. Euh, Edmondson, bon, c'est un défenseur très stay at home, mais avec un Clark Ouais, qui sur la peut peut-être troisième avoir paire, un c'est peu plus de parfait. temps. Ouais, c'est ça. Avec Gavrikov qui joue bien. Là, hier, si je comprends bien, par exemple, ils ont vraiment joué Doughty puis Mike Anderson principalement avec Gavrikov et Edmondson, là, comme le top 4, puis Brent Clark et Jordan Spence ont joué un peu moins, même très moins. Là. Mais tu sais, ce top 4-là de vétérans, c'est vraiment intéressant. Puis Philippe Dano qui joue bien, Drian Kempe qui est au top de sa forme, Kevin Fiala qui. C'est un gars qu'on oublie. Quinton Byfield, je veux dire. Tu sais, quand je parle de gars qui se sont améliorés, Quinton Byfield, c'est exactement là qu'il slot in. Puis comme je le dis, les statistiques de l'équipe en général sont plus attrayantes. Euh, puis, tu sais, sans parler, je veux dire, on parlait que l'échange de Dubois, ça allait être complètement un fail, puis que c'était aller chercher Kemper pour un peu se sauver. Mais là, voyons, je veux dire, Darcy Kemper joue du fantastique hockey en ce moment. Cette saison, c'était incroyable, puis il continue là, à jouer vraiment du gros, gros, gros hockey. Donc, Sauf hier. regarde, c'est quoi que tu as dit? Sauf hier. Son- Mais c'est ça, malheureusement pour lui, je pense pas que cette série-là, ça va être une série de gardiens de but. C'est sûr que, écoute, si tu me donnes le choix entre Stuart Skinner ou bien Kemper dans les buts, vu la saison puis de Kemper, c'est sûr que c'est lui qui aurait le edge. Ben, je pense que c'est la stratégie pour les Kings, c'est quand même justement de garder leur jeu défensif, mais pour battre Edmonton, bon, ça va être comme les clips niaiseux où quelqu'un dit quelque chose qui a bien du sens, là, mais une phrase à la Martin Saint-Louis, là, pour les battre, il faut que tu marques plus de buts qu'eux. Mais je veux dire ça dans le sens où Edmonton, ça va être une équipe qui va te mettre des buts, où ça va être difficile pour les gardiens de but, pour la défense. Il faut que tu ailles marquer des buts. Tu peux pas t'attendre à battre Edmonton 1-0. Il faut que tu t'attendes à beaucoup de matchs comme hier où je pense que le score final, finalement, c'était 6-5 pour Los Angeles. Là. Si Los Angeles veut le passer au deuxième tour, c'est vraiment des matchs comme ça qu'il faut qu'ils arrivent. Il faut que leur trio soit capable d'aller mettre ces 6 buts-là. Puis je tiens quand même justement un peu à mentionner aussi, au même titre que Toronto, je trouve que, bon, ça aurait pu être mieux si Edmonton avait décidé de matcher Holloway et Broberg. Ça, on va en parler pendant une couple d'années qui arrive. Mais néanmoins, je trouve que Edmonton se sont quand même fait
un solide bottom six pour ces séries-ci. On a quand même Adam Henrique, Trent Frederick, et Corey Perry, Jeff Skinner. Si ça clique en série, on ne sait pas, on n'a pas de précédent, mais cette saison, il y a eu des périodes un peu plus tranquilles, mais reste que sur un bottom 6, Jeff Skinner, quelqu'un qui est capable de te marquer des points comme ça fait jamais mal. Puis Mathias Janmark, c'est quand même un très solide bottom 6. Mais écoute, ça va vraiment être une série de 7 matchs, ça. Puis vraiment, peut-être que si ça sera en 7 matchs, les deux équipes vont avoir autant de chances de gagner. Je pense pas que. J'ai pas mis Edmonton parce que je pense que c'est des gros favorites. C'est vraiment une série, encore une fois, que ça pourrait aller des deux côtés. Puis que, comme tu dis, Los Angeles ont fait, euh, grâce aux jeunes, grâce au trade de Dubois, des ajouts qui vont les aider grandement dans cette série-là, mais aussi les joueurs qui étaient déjà au sein de l'équipe, à la Quinton Byfield, à la Jordan Spence, euh, se sont améliorés vraiment dans la direction qu'il fallait qu'ils s'améliorent pour aider énormément l'équipe. L'année dernière, Quinton Byfield en série, c'était pas le même Quinton Byfield que Non. Los Angeles ont cette année. Fait que rentrons dans notre C'est deuxième un peu, tu ronde. sais, comme Sam Bennett. C'est pas le même style de joueur, mais dans le sens que c'est comme Sam Bennett. C'est un gars qu'en saison régulière, tu peux des fois faire ouais, tu sais, Mhm. ouais, pas trop sûr, mais là, il arrive en série, puis maudit, ça fonctionne, tu sais. Fait que, Ouais. Ben, Byfield, c'est comme le Sam Bennett, mais avec qui va te sortir un jeu offensif. Tu sais, c'est ouais, avec des mains de fou, de là. fou des fois. Là, Sam Bennett, c'est vraiment l'intensité, le plaquage, un très bon tir, puis il est chiant, là, il est vraiment chiant. Byfield a tout Ouais. ça, mais en plus, tu sais, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont dû voir le highlight de son but à une main. Là. Il ne faut pas À une s'attendre à voir main ça avec. tous les jours, mais je pense que ça démontre vraiment à quel point est-ce que ce gars-là est intelligent. Puis un gars intelligent qui est capable d'utiliser son corps pour défendre la rondelle, qui sait quand sortir sa physicalité versus quand sortir sa finesse, c'est un atout complètement létal. Là. On n'a pas vu Quentin Byfield à son meilleur, puis peut-être que justement, un long run en playoff avec des bons vétérans comme Dano qui était à Montréal quand on est allé en finale en 2021, comme Andy Kopitar qui a déjà gagné 2 Coupes Stanley, on pourrait vraiment voir une des meilleures formes de Quentin Byfield, ou bien la meilleure forme depuis le début de sa carrière durant les séries cette année-là, puis ça donnerait un maudit gros boost à Los Angeles. Donc, Je suis pour revenir d'accord. de revenir dans l'Est, moi, ma deuxième ronde, c'était un rematch l'année dernière, donc les Panthers contre Toronto. J'ai mis que les Panthers se rendraient en demi-finale de la Coupe Stanley. Toi, c'était Toronto contre Tampa Bay. Et puis, c'est Toronto qui passe en deuxième ronde. Donc, je te laisserai te lancer là-dessus. Pourquoi est-ce que toi, tu penses que c'est Toronto qui vont finalement euh, briser leur streak de finir dans les premières ou deuxième ronde, puis finalement se rendre à presque la finale de la Coupe Stanley. Tu sais, j'ai pas tant de choses à ajouter avec tantôt, que je pense que c'est Ouais. une équipe qui est solide. Je pense que c'est une équipe qui a juste, c'est ça. Je pense que cette année, ils vont, quand ça va être des batailles de talent, ils vont être capables de les gagner, je pense. Puis c'est pour ça que je les vois gagner, se rendre en finale de la conférence. Puis là, je vais faire une pierre deux coups. Mais en même temps, pourquoi je les vois perdre contre Washington, c'est que je pense que Washington auront le petit edge de volonté de plus. Puis je pense que contre Tampa Bay, ils vont être capables de rivaliser en termes de physicalité et autres. Je pense que contre Washington, ça va être une équipe vraiment difficile. Puis ils ont l'air tellement primés, Washington, là, c'est fou, là, je veux dire. Ouais. Ils ont l'air d'être comme. Moi, je pensais que ça allait être une distraction, le but d'Ovechkin. Puis là, on dirait que maintenant, c'est juste comme. Non, genre. C'est comme, OK, là, on a eu le but d'Ovechkin, Ouais, c'est on s'en va aux derrière. prochaines étapes. Puis les gars, ils ont l'air de comme tout être sur le même wagon. Fait que, tu sais, là, je suis en train je me dis, tant qu'à faire, faisons l'Est au complet, là. Mais je pense que Vas-y fort. Washington contre la Caroline, ça va être vraiment facile. Caroline, ou New Jersey, je ne vois pas en eux une série qui va se rendre jusqu'à la fin. Washington, je pense qu'ils vont marcher à travers Caroline. Puis même, je pense que si le Canadien gagne, je pense que le Canadien marche à travers Caroline. Mais je pense vraiment que c'est Sénateur Toronto qui va être au top. Puis c'est là qu'on va avoir la difficulté de Toronto de come on top. Puis je pense que les gardiens de Washington vont être meilleurs. Je pense que l'attaque de Washington va être capable de pas juste over attaquer puis over scorer à Toronto, mais je pense qu'ils vont être obligés comment dire, de les anéantir. Puis je pense que c'est là qu'on va voir que l'équipe
à l'attaque de Toronto est un peu plus soft. Tu sais, sont soft, mais je pense qu'ils sont pas autant soft qu'avant. Fait qu'ils vont être capables euh, de passer jusqu'à où est-ce qu'ils sont. Pas en ce moment, mais je pense que c'est ça. Washington, je vois que c'est Ouais. le point de fin de Toronto. Juste saluer, briser la glace. Allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, Non, des excellents podcasts. Écoute, on va faire comme toi, on va faire toute l'Est d'un coup. Et puis, honnêtement, je pense que c'est rare quand tu fais des séries de brackets qu'il y a quelqu'un qui admet ça. Mais je pense que vraiment, en rétrospective, s'il y avait un choix que je pouvais changer sur mon bracket, ça serait aucun des choix de première ronde, ça serait Toronto contre Floride. J'ai mis que la Floride passerait. Pourquoi? À cause de justement tout le momentum que je parlais tantôt, que la Floride, t'as pas 10 000 années où tu peux faire 2 Stanley Cup d'affilée. C'est leur année maintenant ou rien. Aussi, l'ajout de Seth Jones vient quand même fixer beaucoup des problèmes qu'il y avait à la défensive suite au départ de son nom m'échappe, mais à Seattle, le Montour, Brendan Montour. Mais pas mal ça. le, Toronto, plus je regarde leur équipe, plus est-ce que je trouve qu'ils sont extrêmement solides, bien bâtis. Puis, tu sais, on parlait de à quel point est-ce que justement, il fallait pas que leurs joueurs soient. Que leur attaque soit soft. Puis, quand ils sont arrivés dans le premier match, puis à la fin de la saison, ils ont vraiment montré que justement, c'est pas ça qui était. Ils étaient pas soft. Maintenant, même si c'était Toronto que j'avais mis en demi-finale, contre Washington, je pense que ça aurait quand même été Washington qui aurait le edge, mais reste que ça aurait été peut-être un choix que j'aurais changé. Sinon, du côté de Washington contre Caroline, je sais pas, man, il n'y a pas 10 000 choses à dire à la fin de la journée. Caroline Non. ont le match-up le plus facile en première ronde, mais ils ont le match-up le plus difficile en deuxième ronde. La Caroline, c'est juste, à chaque année, c'est ça. C'est l'équipe qui est proche, mais qui n'est pas tout à fait là. L'année dernière, quand ils ont ajouté Gonzalo, qui sont arrivés à pleine vapeur, Netches, AO, Gonzalo, moi j'y ai cru. J'ai cru que si vraiment ça allait se passer, c'était cette année-là. Puis, cette année, je regarde leur équipe. Slaven, ça reste le meilleur shutdown D dans la ligue, mais Brent Burns a pris une année de plus. Tu sais, plus les années avancent, moins on voit un peu sa touche magique, ce qui est normal quand tu es proche de 40 ans. Euh, Jackson Blake sur une première ligne, ça t'amène pas un peu la même chose que Snuggerud avec Saint-Louis. Puis même là, Snuggerud va plus avoir sa place dans une première ligne dans le futur que Jackson Blake, mais ça montre exactement les trous que la Caroline ont. Puis avec le trade Rantanen ou sans le trade Rantanen, c'est-à-dire que si tu as Netches ou non, tu aurais quand même eu ces trous-là. Bon, Taylor Hall joue bien en fin de saison, fait que ça peut être un atout, mais reste que quand tu regardes le line-up, il y a des énormes trous. Moi, je crois pas à Jasper Kotkaniemi comme deuxième centre. Un peu, je me souviens plus pour quelle équipe je faisais le même point, mais même au troisième centre, quand il y a eu à jouer ce rôle-là, il y avait de la misère. Deuxième centre, j'y crois pas. Taylor Hall, un bon vétéran, mais je l'aurais mis à la place, tu sais, dans un line-up de rêve, tu le mets à la place de Skinner à Edmonton, admettons, où justement il Ouais, doit ouais, ouais. remplir un rôle de bottom 6. Là, un joueur de deuxième trio. C'est un peu comme quand ils avaient échangé pour Kuznetsov l'année d'avant. OK, Kuznetsov, c'est bon, il va bien te remplir un rôle sur le troisième trio. Puis là, il arrive puis il le faisait jouer comme deuxième trio. OK, mais c'est plus le même Kuznetsov que quand Washington a gagné la Coupe. Tyler Hall, c'est plus le même Tyler Hall que quand il a amené New Jersey. Il avait élevé le niveau à New Jersey. C'est juste une équipe que. Puis même les joueurs clés qu'ils ont eu dans le premier match contre New Jersey, moi je pense que c'est des joueurs qui vont être faciles à shutdown. Stankoven, 2 buts contre New Jersey qui est complètement. La moitié de l'équipe est à l'hôpital. Puis c'est, tout le monde tombe au combat. Littéralement. Euh, Ça marche, mais contre Washington, non. Stankoven ne marquera pas 2 buts en une période. Ou bien s'il va le faire, ça va être une fois pendant la série. Mais en tout cas, il ne pourra pas se promener comme ça. Puis Stankoven, on l'a vu que cette saison, il est bon, il va être bon, il va développer ses aptitudes offensives. Ça sera pas, tu sais, son ceiling, c'est pas 40 points. Là. Il va continuer à se développer. Mais c'est un joueur qui, pour le moment, est quand même relativement facile à contrer. Fait que c'est pour ça que j'ai Washington qui va en demi-finale. Je pense que Stankoven ne va jamais faire plus que 40 points. Je pense qu'il finit, ça va devenir 20 points average. Là. 20 points average. 20 points en Ouais. 10 games parce qu'il va tout le temps se blesser. Tu sais. C'est ça, il va toujours être blessé, mais il va faire 20 points. Euh, Allons du côté de l'Ouest, là, moi je pense que, tu sais, encore une fois, on a pas mal expliqué nos points de vue. On a vraiment changé, par exemple, mais tu sais, c'est ça. Moi, Avalanche vont jusqu'au bout. Je pense que les Jets, malgré le fait qu'ils sont très bons, je pense que la profondeur, le côté
rugueux qu'Avalanche amène. Puis tu sais, il y a une affaire que je trouve qui est spéciale avec les stars de l'Avalanche, c'est qu'ils sont solides en termes de talent, mais ils sont aussi très rugueux. Ouais. McCarr et McKinnon font mal, sont méchants. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime dans une équipe qui gagne. Puis tu sais, c'est un peu un côté, je suis pas en train de les comparer, là, mais Suzuki, je le trouve méchant aussi. C'est un gars que tu veux pas affronter. Puis Suzuki, c'est le prochain McCarr. Suzuki, c'est le prochain McCarr. Citez ça, s'il vous plaît, tout le monde. On met ça en tête de journal. Non, mais c'est vraiment, il y a quelque chose de mean avec ces gars-là. C'est pour ça que je les vois passer puis même gagner la coupe. Ensuite, encore une fois, je vais pas parier contre Vegas, donc je mets entre Vegas et LA, je mets Vegas. Puis ensuite, c'est ça. Après, Colorado-Vegas, c'est un peu comme tu sais, ma petite vache à mal aux pattes, puis tu choisis l'équipe que ça tombe dessus. T'allais avec le feeling que je me dis, McKinnon, il a l'air d'être un gars qui en veut une autre. Puis en plus, avec Gabe Landeskog qui revient, c'est juste incroyable pour l'esprit de l'équipe. Euh, donc, voici mon explication de l'Ouest. Et maintenant, voici la mienne. Euh, Écoute, honnêtement, man, placer une fois passé la première ronde où il y a la série vraiment difficile entre Dallas et Colorado, puis encore une autre raison de pourquoi est-ce que c'est aberrant que ces deux équipes-là jouent en première ronde. Moi, j'ai vraiment. Il n'y a aucune équipe dans. Tu sais, si vous regardez dans mon bracket, il reste Edmonton, Vegas, Saint-Louis. Il n'y a aucune de ces équipes-là que je crois capable de battre Dallas. Surtout qu'il faut prendre en considération qu'en ce moment, Robertson est blessé, oui, mais lui, c'est pas un cas où, comme à la Ice-Cannon, ils n'ont pas dit qu'ils rateraient le reste des séries éliminatoires. C'est-à-dire que si justement Dallas, plus il avance, plus il y a de chances que Robertson revienne. Winnipeg, c'est une équipe super bien bâtie. On les voit bien jouer, mais en ce moment, ils marquent 2 buts contre Saint-Louis, qui sont une des équipes qui sont supposées être considérées un peu faibles dans les séries. Puis sûr qu'ils en ont marqué un peu plus dans le premier match, mais tu sais, c'est pas une équipe qui va pouvoir dépendre autant de leur habilité de shutdown contre Dallas, parce que l'attaque de Dallas, elle est 10 fois ce que l'attaque de Saint-Louis est. Puis, je pense pas que c'est l'équipe justement avec la meilleure défense des séries, pas pour rien enlever à la défense des Jets, on l'a dit tantôt, elle est excellente, c'est une des meilleures des séries, mais je pense pas que c'est la meilleure, puis pour stopper l'attaque de Dallas, il va falloir. Et de l'autre bord, justement, Dallas ont une défense où même sans Heiskanen, avec des Bichel, avec des Harley, qui sont pas des gars qui ont à jouer sur la première paire défensive, vont avoir la profondeur pour aller shutdown des Shifley, des Ellers si jamais il revient. Enfin, je suis pas mal sûr que c'est fini pour toutes les séries. Mais tu sais, bref, tout ça pour dire, vont être capables d'aller shutdown toute l'attaque de Winnipeg. Donc c'est pour ça que moi, Dallas, je les vois aller jusqu'en demi-finale. Puis de l'autre bord, Edmonton-Vegas. Si Edmonton se rend contre Vegas, moi je pense que c'est vraiment là qu'on va voir les grosses pertes de Vegas venir leur faire mal. Je regarde le roster qu'ils ont cette année versus l'année où ils ont gagné la Coupe versus les dernières années avant justement de perdre Marchessault, de perdre Stephenson. Puis c'est vraiment ce genre d'ajout-là qui fait la différence pour moi dans cette série-là. C'est pour ça que moi j'ai mis que Edmonton battrait Vegas en deuxième ronde. Je pense pas que c'est le même Vegas que les autres années, malgré cette envie de Mhm. gagner, malgré cette culture-là d'une équipe justement qui continue d'aller loin toutes les années, qui continue de surprendre. Même l'année où ils ont raté les séries, ça nous a surpris. À chaque année, ils nous surprennent d'une façon ou d'une autre. Mais c'est juste, je pense pas que c'est le même Vegas, alors que Edmonton, je trouve que c'est le même Edmonton, avec la même fin. Si Mathias Ecom était là, ça aurait été avec une meilleure défense, malgré, mais là, sans Mathias Ecom, ça reste Edmonton avec les mêmes problèmes défensifs, mais quand même avec un bottom 6, donc un trio 3-4, une profondeur améliorée selon moi. Et c'est pour ça que moi j'ai mis Edmonton en demi-finale. Mais, encore une fois, pourquoi est-ce que je dis que la série Colorado-Dallas, ça a été déchirant qu'elle soit en première? Parce qu'encore une fois, j'ai aucun doute dans ma tête. Puis, écoute, clippez ça plus tard, puis remettez-moi là en face. Ça me dérange pas de me tromper, mais j'ai aucun doute dans ma tête que si Dallas et Edmonton se retrouvent en demi-finale, c'est Dallas qui va aller en finale de la Coupe Stanley, juste à cause, encore une fois, tous les éléments que j'ai dit. Tous les éléments là, que j'ai dit, tu peux les mettre sur une checklist de c'est quoi est-ce que tu veux dans une équipe qui va aller loin en série de la Coupe Mhm. Stanley. Puis il faut que ça, il faut que tu aies la profondeur à l'attaque, il faut que tu aies la profondeur en défense, il faut que tu aies un bon gardien de but. Dallas coche tout ça, alors que Edmonton, il coche la case McDavid, Dreisaitl,
correcte profondeur en attaque, une bonne profondeur en attaque, mais la défensive n'est pas là. Le gardien de but n'est pas là. On sait qu'il peut être là dans des gros moments, des fois, mais tu peux pas compter sur Stuart Skinner. Là. Demandez à Jules, il l'avait dans son pool au début de la saison. Bye bye. Puis là, ça nous amène à la finale, je pense. Les deux, on a. C'est drôle, mais ça va être les deux gros thèmes. Moi, j'ai Dallas contre Washington avec Washington qui l'emporte. Et puis, Jules a Washington contre les Capitals avec. Ouais, Colorado contre les Capitals avec Colorado qui l'emporte. Washington contre les Capitals, ça serait une série un peu boring. On saurait déjà qui est-ce qui gagne. Ça serait vraiment très, très intéressant. Ouais, On écoute, se en demande de quel finale, côté Ovechkin est. des deux, man. Moitié-moitié. Moi, il change à la moitié de la deuxième période. Ok, c'est bon. Moi, j'ai mis Il reste Washington. sur le même banc. Ouais, il change. Il saute au-dessus de la glace. Euh, Euh, ouais, moi, je suis allé parce que je me suis vraiment dit simplement, comme tantôt, c'est poche, mais je pense que McKinnon, c'est it's him, you know? C'est comme, ce gars-là, il embarque sa glace, puis il est comme, hey, je veux que ça rentre, je veux que ça rentre tantôt, ça rentre. C'est pas plus compliqué que ça. ouais, ben la Fait que, finale, de toute façon, sans avoir vu le reste des séries, on peut pas faire une analyse in-depth. Est-ce que les deux équipes, même si toutes nos prédictions sont bonnes, est-ce que Colorado et Washington vont arriver en finale avec toutes leurs pièces qui sont encore là? Rien qui dit qu'il n'y a pas de joueurs qui vont se blesser, des gardiens de but partants qui vont tomber au combat, on ne sait pas. Moi, écoute, pour vrai, Dallas-Washington, pourquoi est-ce que je donne le edge à Washington? Je pense que ça serait juste l'énergie de dernière Coupe Stanley pour Alexander Ovechkin. Vraiment la meilleure chance que Washington aurait avec le corps en ce moment. Washington, on sait qu'ils ont beaucoup de bons joueurs qui arrivent, puis que ça sera pas super long avant que, tu sais, après que Ovechkin soit parti, qu'ils vont recommencer à faire les séries et compétitionner. Mais il n'y aura pas d'autre année comme celle-là. Fait que c'est pour ça que moi, écoute, c'est sûr que là-dedans, il y a un petit penchant personnel. Ça serait le fun de voir. Ça serait une super belle histoire. Fait que ça encourage à mettre ça en finale. Mais il y a aussi l'aspect que justement, je pense que c'est une énorme motivation pour tous les joueurs de l'équipe de pouvoir faire partie de ce moment-là parce que ça serait vraiment une Coupe Stanley dont on se souviendrait pendant longtemps, 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 longtemps. je suis d'accord avec ça. Tu veux-tu nous présenter le bracket du AI? Ouais, c'est ça. Écoute, je l'ai trouvé vraiment le fun. Donc, ça, c'est le bracket du AI. Je vous le résume rapidement. En plus, lui, il a les nombres de matchs, c'est chouette. Première ronde, Toronto. Sénateur, c'est Toronto qui passe. Dans la bataille de la Floride, c'est le Lightning. Canadien contre Washington, c'est Washington. Même lui est pessimiste en 4 matchs. En combien? En 4? En Holy. 4. Là, c'est sa première surprise. Caroline contre New Jersey, il fait Caroline, mais en 7 En matchs. 7. De l'autre côté, tu as Saint-Louis qui gagne contre Winnipeg en 5 matchs. Dallas contre Colorado en 6 matchs. Minnesota contre Vegas en 6 matchs. Les Kings contre les Oilers en 6 matchs. Puis après ça, Toronto en va en demi-finale. Un autre gros upset, les Hurricanes qui battent les Capitals pour aller en demi-finale contre Toronto. Un autre gros upset, les Blues qui arrivent à battre Dallas pour aller en demi-finale. C'est Ce, fou, hein? ouais, ce côté-là, un peu moins surprenant, mais je pense que ce serait le même outcome si les Kings étaient contre Minnesota, mais les Kings qui arrivent à aller en demi-finale. Puis, après ça, les Kings qui battent les Blues pour aller en finale, leur première finale depuis la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe Stanley. Ça commence à faire un petit bout. Et puis, là, écoutez, c'est pour ça que ça va faire mal aux fans du Canadien. C'est pour ça que j'ai attendu la fin pour ne pas vous le présenter, là, pour le présenter un peu plus tard. Toronto qui bat Caroline pour aller en finale. Et puis Toronto qui brise le curse de 1967 et qui gagne la Coupe Stanley pour la première fois je sais pas, je suis pas bon en maths rapide, mais pour la première fois depuis 1967. Donc, ça serait des séries excitantes. On peut pas dire le contraire. 100%. 100%. Regarde, et même le simulateur de EA Sport a dit que Toronto la gagnait. Je veux dire, Eux se trompent jamais. ils se trompent jamais, ils ont toujours la vérité. Ben, écoute, on se retrouve dans 2 semaines. Je pense que ça a été un des peut-être le plus long épisode de Ouais. l'histoire de Dans le Mille. Mais ça fait de l'écoute, ça fait de la belle écoute pour les gens qui veulent se primer, là, tu sais, avant un match, là, juste comme écouter ça, ça Ou prime, bien là. ceux qui veulent s'endormir en nous écoutant. Ah, ben, il y a ça aussi. Moi, c'est ça que je vais faire tantôt. Je vais rejouer ça juste C'est avant le bon, moment. Ça va prendre 5 en minutes. t'endormant. Fait que bonne soirée à tout le Bonne monde. nuit. Bon match c'est ça. Bonne nuit à ceux qui nous écoutent pour s'endormir. Et puis bon match demain soir.
Go Habs Go. On y croit encore, malgré le fait que les deux, on a mis Washington, Ouais. puis en pas beaucoup de matchs. Je pense que on le voit pas dans Regarde, nos graphiques, mais je pense que les deux, c'est en 5. moi, c'est que je suis heureux, tu sais, je suis heureux anyway. Capitals gagne, je fais comme, ah, mais tu sais, j'avais raison. Canadien gagne, je fais, ah, je le sentais à C'est l'intérieur comme de ça. moi, mais mon bracket, on s'en fout. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une manière de comme garder mon cœur pas déchiré totalement, tu sais. Jules, Fait il y que, a un bracket où chaque équipe gagne. Puis là, il va vous le oui, sortir d'en face à la fin de la série. Tout, vous devrez voir son compte NHL.com. C'est genre 120 c'est différents juste brackets ça. de toutes les Ouais. différentes possibilités. Bonne soirée, tout le monde. C'est quoi Ah, qu'il dit? Simon, il dit que pour ceux qui sont tristes parce qu'ils se font torcher dans leur poule des chefs. le pool des chiens. C'est quoi le poule des chefs? Écoute, tu C'est-tu nous de écoutes. l'émission? De l'émission? Ah, ok. Ouais, Les bon, ben là, chefs. Simon, je pense que t'es un meilleur scout hockey que culinaire. C'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour Dans la cuisine où moi et Jules, on vous dévoile le Dans, pool des chefs. dans le poêle. Ok, je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. Ok. Bonne nuit, le vieux.